Quand je publie une vidéo sur YouTube, je suis presque terrorisé. Je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui croient que faire du contenu sur YouTube, c'est juste j'allume ma caméra, j'appuie sur le bouton, je parle de ce qui me plaît et merci, au revoir. Et ouais, quand tu reçois tes premiers euros, tu te dis putain, ok, je fais pas ça pour rien non plus. T'as toujours aussi un petit peu cette peur que tout s'arrête du jour au lendemain. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Alex De Castro, célèbre youtubeur qui cumule à plus de 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Il va nous raconter son parcours et ses petits secrets. Et si jamais tu veux plus de contenu et quelques petits secrets de créateurs, n'hésite pas à aller sur créateurdesuccès.com. On se retrouve avec la vidéo. Salut à tous pour le deuxième épisode de Créateurs de Succès. Aujourd'hui, on est avec Alex De Castro en direct de Tokyo. Salut Alex. Salut les gars, merci pour l'invitation. On est avec Rekoba aussi. Alors Alex, on va rentrer dans le vif du sujet pour les gens qui nous regardent. Depuis combien de temps tu es sur YouTube? Et aussi, comment t'es venu l'idée de faire une chaîne YouTube? Ok. Bah écoute, ça fait un petit peu plus de 5 ans et demi à peu près que je suis sur YouTube. Et comment je me suis lancé parce que je me suis rendu compte qu'à cette époque-là, il y avait assez peu de créateurs de contenu sur le football, donc je me suis dit pourquoi pas le tenter. Ça faisait depuis 2012 que moi j'avais lâché la télé et que j'adorais le format YouTube, donc c'était toujours dans un coin de ma tête. Moi, à cette époque-là, j'étais journaliste sportif dans des médias traditionnels. À cette époque-là, je travaillais essentiellement pour RMC Sport. Mais je travaillais comme commentateur de match. Je commentais des matchs le soir. Je faisais 3, 4, 5 matchs dans la semaine. Mais du coup, j'avais quand même pas mal de temps libre à côté. Donc, je me suis dit, autant en profiter, c'est une chance. Et je me suis dit, en parallèle, je vais monter ma chaîne. Juste pour me faire plaisir, j'avais pas forcément cet objectif que ça devienne vraiment mon métier à temps plein. Même si, évidemment, quand on se lance sur ce genre de plateforme, ça reste toujours dans un petit coin de la tête. C'est vrai que la liberté que procure une plateforme pareille, forcément, ça donne toujours envie. Mais au final, ça a assez vite pris et à peu près, on va dire, au bout de 2 ans, je gagnais plus sur YouTube que dans les médias traditionnels. Et un peu plus tard encore après, j'ai pu même consacrer à 100% sur ma chaîne. Ouais, petit à petit, tu t'es dit, je vais lâcher RMC pour justement YouTube. C'est pas tant que je me suis dit, c'est que ça s'est un petit peu imposé par soi-même. C'est vrai que c'est pas tant que j'avais envie de lâcher mon travail, mais c'est vrai que mon travail sur YouTube me plaisait de plus en plus, me prenait aussi de plus en plus de place et ça devenait de plus en plus difficile de combiner les deux. Et à un moment donné, il a aussi fallu faire un choix. Et voilà, la liberté d'être son propre patron, son propre média l'a emporté. Et tu te rappelles des débuts, genre la première fois que tu as utilisé la caméra sur YouTube, parce que peut-être à RMC et où tu travaillais avant, je sais pas si tu faisais de côté caméra, mais peut-être qu'il y avait du monde autour de toi, c'était en concept. Là, tu étais tout seul chez toi à parler à une caméra. Est-ce que c'était bizarre pour toi? Est-ce que tu étais à l'aise? Comment ça s'est passé? Alors, moi j'ai la chance d'avoir un pote qui travaille justement dans ce qui est montage, réalisation, qui a cru en mon projet dès le début et qui m'a donc aidé dès le début, qui s'est occupé de venir cadrer chez moi au début. Maintenant je le fais tout seul, mais c'est lui qui venait cadrer et c'est lui donc qui a toujours monté mes vidéos. J'en profite pour lui passer un grand merci. J'en serais pas là s'il m'avait pas aidé, s'il n'avait pas cru en moi. Donc merci encore. Il s'appelle Amaury. Donc bizarre non, parce que j'avais l'habitude de parler devant une caméra, de parler en direct. J'ai travaillé en télé, j'ai travaillé en radio, j'ai fait à peu près tous les types de formats dans les médias classiques. Donc c'était pas plus bizarre que ça au final. C'était pas trop gênant. Mais ce qui a été peut-être un petit peu plus dur, par contre, ça a été de trouver le ton. Parce que parler sur YouTube, ce n'est pas la même chose que de parler sur un canal de télévision. Sur YouTube, on a une relation presque amicale avec nos spectateurs. Mais nous, techniquement, on parle juste à une caméra. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours eu ce truc de commencer mes vidéos en disant « Hey, amigo !» Parce que du coup, ça me met dans ce mood de dire « Ok, je suis en train de parler vraiment à de vraies personnes et pas juste à une caméra. »
Ouais, c'est marrant parce que là, on a vraiment, par rapport à Riles, c'est tout l'inverse. Là, on a quelqu'un qui a Ok. déjà, qui savait déjà parler, qui avait un métier vraiment, caméra, micro, etc., qui avait un monteur, etc., des images bien faites et tout, alors que Riles, on était vraiment sur du à l'arrache. C'est vraiment tout l'inverse. Donc, c'est marrant d'avoir ton point de vue complètement différent. Ouais, je me souviens des vidéos de Riles il y a quelques années. Il parlait surtout de manga à l'époque. Maintenant, il parle beaucoup de foot. C'est ça. C'est ça. Ouais. Ouais, il y a eu plusieurs phases. Ouais, il y a eu plusieurs phases. Et ok, bah, du coup, tu n'as pas eu de côté apprentissage technique, puisque comme tu as dit, tu as eu ton partenaire avec toi. Mais du coup, on va parler de Si, quand peut-être même. ton état. Ah, Si, il y en a eu quand même. Malgré t'as- tout, on peut pas compter à 100% sur une tierce personne. Et quand tu fais bah, du coup, les cadrages, au bout d'un moment, je m'en suis occupé moi-même. J'avais pas lui demander à chaque fois de venir chez moi, tout ça pour les faire. Puis après, j'ai déménagé. Lui, il habite toujours sur Paris, donc il fallait bien les apprendre. Puis après, je me suis lancé aussi dans le stream. Et le stream, c'est un enfer d'un point de vue technique. Donc ça te force à apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Je sais aussi maintenant monter tout un setup, tout ça pour tourner. Donc non, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses, mine de rien, parce que puis après, j'ai aussi ce truc, j'aime pas compter à 100% sur les gens, j'aime bien aussi savoir me apprendre et me débrouiller par moi-même, sinon c'est pas drôle. Tout à fait. Mais au niveau personnel, au niveau entourage, quand tu t'es lancé, notamment, tu avais un travail stable sur une grande chaîne de télé. Tu as dit quoi à ton entourage? Je vais travailler sur YouTube. Maintenant, ils n'ont pas eu peur au niveau est-ce que YouTube ce sera encore là demain? Ils t'ont dit est-ce que t'es fou, Alex? Peut-être, non? On m'a pas dit ça de manière aussi frontale. Ça va. C'est d'ailleurs plutôt après qu'on m'a avoué. C'est ma mère notamment qui m'avait dit que quand je lui avais annoncé ça, elle s'est dit oula, qu'est-ce que c'est que ce projet encore c'était mon côté rêveur qui ressortait encore un petit peu parce que j'ai toujours eu cette fibre un peu créatrice. Quand j'étais étudiant, j'avais créé un magazine sur internet également. J'avais monté une petite équipe de rédacteurs. J'écrivais aussi mes articles. Voilà, j'ai toujours eu ce truc en fait de monter des projets, tout ça. Et c'était un projet de plus, je pense, pour mes potes. Je sais aussi que en rédaction, mes collègues, sans me le dire, mais j'ai eu quelques petits retours, me disaient c'est bizarre ce qu'il fait, pourquoi il fait ça. Mais moi, je me prenais pas la tête. Moi, je me prenais pas la tête. J'avais envie de le faire, j'avais envie de me faire kiffer parce qu'encore une fois, c'est vraiment un format qui m'a énormément plu dès le début. Moi, j'ai kiffé dès le début les vidéos de JDG, Cyprien. Franchement, dès le début, j'ai compris. J'ai compris que vraiment c'était l'avenir YouTube. Et j'ai toujours voulu faire ça, quoi. Donc, je me suis dit, oh, on le tente et on verra bien. C'est un point commun que beaucoup de créateurs d'aujourd'hui, de créateurs de contenu ont, je trouve, c'est qu'il y a toujours eu des prémices, soit un côté créateur, comme tu le disais, ou avant de se lancer sur YouTube, il y avait déjà des petites prémices qui montraient qu'il y avait cette petite fibre-là, soit pour Riles, c'était, on va dire, l'envie de parler, de se faire écouter, de se faire entendre, d'être un petit peu dans la lumière, entre guillemets. Et au final, on se rend souvent compte que les créateurs de contenu qui sont aujourd'hui dans la lumière étaient peut-être déjà prédestinés à l'être. Ouais, c'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est un trait de caractère finalement qu'on a déjà chez nous avant même de commencer, je trouve. Ouais, c'est possible, hein, mais c'est vrai que moi, de tout petit, j'ai toujours voulu être journaliste. Avant même d'aimer le foot, je voulais d'abord être journaliste. Après, j'ai eu la passion du foot un petit peu plus tard. Et du coup, bah, logique, je me suis dit, bah, autant croiser les deux et devenir journaliste sportif. Comme ça, je serais payé pour parler de foot tous les jours. Donc, un petit peu plus tard, quand j'ai commencé à faire mes études pour devenir journaliste, moi, je m'imaginais tout simplement devenir journaliste dans une rédaction bien classique, soit dans un journal, à l'écrit. De base, je me destine même plutôt à l'écrit, plus qu'à la télé, qu'à l'audiovisuel. Même si j'ai un peu touché à tout durant mes stages, tout ça, je me destinais plus à la presse écrite. Mais voilà, j'ai toujours eu ce truc. Quand j'étais adolescent, je montais des blogs où je faisais déjà mes premiers petits articles. Après, j'ai commencé à créer des magazines. J'ai commencé à créer plein de petits trucs comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant que je suis sur YouTube, je me dis qu'en fait, c'est vraiment le format et la situation aussi professionnelle, le fait d'être totalement indépendant comme ça, qui me correspond le plus. Ça me correspond, mais 100 fois plus que de travailler pour un patron dans une rédaction. Mais du coup, quand tu as été tout seul, justement, sur ta chaîne YouTube, il y a quelque chose, peut-être que
qui n'existait pas chez tes anciens patrons. Bon, on va pas les nommer toutes les 2 minutes. Mais là, du coup, tu as eu des commentaires, tu as eu des réactions des gens, tu as eu des critiques, des choses que peut-être tu n'avais pas l'habitude de gérer avant. Comment ça a été pour toi de gérer la critique? Est-ce que ça a été facile dès le début? Tu t'es dit, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, c'est pas grave. Ou est-ce que des fois, ça t'embêtait? Alors, au début, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu très vite une communauté très bienveillante. J'avais très très peu de critiques. Et quand il y avait des critiques, généralement, elles étaient assez constructives. Donc, du coup, je le prenais très bien et je m'en servais pour m'améliorer. Donc, il y avait vraiment pas de problème. Donc, on va dire que l'entrée sur YouTube a été assez douce sur ce domaine-là. Et après, comme j'avais un petit peu étudié, on va dire, sans vraiment le vouloir, mais j'avais un peu étudié, on va dire, le YouTube game, tu vois, à force de regarder des vidéos, de voir un petit peu comment ça se passe pour tout le monde. Je savais que à un moment donné, il y aurait des critiques acerbes, il y aurait peut-être des dramas, même si pour l'instant, j'y échappe encore, je touche du bois. Pas eu de drama, il n'y a pas eu de gros clash. Donc ça, tant mieux, parce que c'est pas du tout mon délire. Mais non, à ce niveau-là, j'ai pas eu trop de soucis. J'ai déjà eu des 2 ou 3 bad buzz. Ça a été un petit peu dur à encaisser sur le moment, mais au final, je laisse un petit peu passer. Et un jour ou deux après, au final, tu te remets au travail et tu penses même plus. Une semaine après, plus personne n'en parle et c'est réglé du moment que t'as rien fait de très grave. C'est pas bien grave. Ouais, pour moi, il y a deux types de personnes, on va dire, sur les réseaux sociaux. Il y a soit les personnes qui sont vraiment clivantes et qui sont vraiment ancrées là-dedans, et du coup, forcément, tu vas avoir une communauté des deux côtés, et du coup, tu vas prendre des vagues par moment. Et puis, tu as les personnes qui sont quand même plus pertinentes et qui, justement, évitent ce genre de contenu, de bad buzz, etc. Et pour moi, comme on dit, la communauté, elle est à l'image du créateur. Et je pense que si tu n'as pas eu de bad buzz ou de choses comme ça, ou de haters, en tout cas au début, ou on va dire pas beaucoup, c'est aussi parce que ton image, elle est comme ça, je pense. Et au final, ouais, comme on dit, la communauté est à l'image du créateur. Moi, le seul truc, le seul souvenir que j'ai, entre guillemets, bad buzz de toi, c'était, je crois, il y a 1 an ou 1 an et demi, tu avais fait une composition du PSG où tu avais mis Vitinha sur l'aile droite. Et ça avait tourné sur Twitter. Et même moi, j'avais vu ça. Je me dis, mais attends, mais comment ça, Vitinha sur l'aile droite? Et c'est le seul truc que j'ai en mémoire de toi qui pourrait faire, entre guillemets, bad Oui, buzz. mais sauf qu'en fait, ça, c'est le problème de Twitter. Et d'ailleurs, c'est le problème à chaque fois des bad buzz que j'ai pu avoir. C'est qu'en fait, c'est des screenshots de choses que j'explique en détail, mais qui passent complètement à la trappe, en fait. Donc, on prend un screenshot. Ouais. Le cas Vitinha, ailier droit. Jamais de la vie, je propose Vitinha, ailier droit. Je propose, après, je sais pas si votre audience est vraiment focus sur le foot, mais je le propose, en fait, dans le demi-espace droit derrière un attaquant, dans une défense à 5 avec des pistons très excentrés. Ça n'a rien à voir avec le poste d'ailier, mais absolument rien à voir. Et je le dis, il y a une explication dans la vidéo. Mais le problème, c'est que tu as des mecs, ils écoutent à moitié, ils font un screen, soit ils écoutent pas vraiment, soit ils prennent le screen en se disant haha, ça va buzzer, ils vont se foutre de sa gueule, parce que faut pas se mentir, il y a beaucoup de gens qui ne cherchent que ça, qui vont prendre la petite phrase sortie de son contexte, ils vont la rebalancer, regardez ce qu'il a osé dire, tu vois, alors qu'il y a toute une explication derrière qui fait que tu comprends beaucoup mieux le propos. Mais justement, en fait, c'est des bad buzz que j'accepte quelque part. C'est chiant sur le moment, bien évidemment, mais d'un côté, je les trouve ridicules parce qu'on m'attaque sur des choses que je ne dis pas. Donc, je le prends pas mal, au final. Ouais. Je n'ai pas dit ça, donc si ça t'amuse, en fait, de t'exciter sur quelque chose que je ne dis pas, bah, libre à toi, écoute. Ouais, ça, c'est clairement, pour moi, juste pour finir, pour moi, Twitter, c'est carrément ça. Genre, c'est vraiment... ils sont derrière l'écran, comme ça, en mode malicieux, histoire de se dire, ah, ça va faire du buzz. Et souvent, sur YouTube, c'est la même chose. On se fie soit à la miniature, soit au titre, avant même d'avoir regardé le contenu de la vidéo, et ils commentent tout de suite. Et justement, ma question par rapport à ça, c'est est-ce que, en voyant ça et en comprenant ça, parce que je pense que le YouTube game, entre guillemets, tu le connais très bien, est-ce que du coup, à force, il n'y a pas une partie de toi qui se dit, peut-être dans la miniature, je vais mettre ça, peut-être dans le titre, je vais mettre ça, ou peut-être en explication, je vais mettre ça, pour justement générer de l'interaction volontairement, ou t'es vraiment resté toujours dans la tranche, non, je fais simplement le contenu clean, propre, comme moi je l'entends.
Non, je reste toujours sur un contenu assez clean, je pense. Je pense pas être particulièrement racoleur dans mes titres ou dans mes miniatures. Après, évidemment, il faut toujours essayer de donner envie. Il y a, je dirais qu'il y a une espèce un petit peu de mise en scène dans une miniature. D'ailleurs, aujourd'hui, je me mets un petit peu plus, on voit un peu plus ma tronche sur la miniature, chose que je faisais pas forcément au début. Mais après, il n'y a pas de clickbait, il n'y a pas de putaclic, comme on dit en France plutôt. Le contenu de la vidéo sera toujours fidèle à ce qui a été annoncé dans le titre et la miniature. J'annonce pas des trucs de malade, donc à partir de là, non, je ne joue pas là-dessus. Et au contraire, je fais même plutôt l'inverse. J'essaie plutôt de me prémunir justement de tout ce qui est bad buzz, de tout ce qui est mauvaise interprétation. Par exemple, j'ai une série de vidéos qui s'appelle Le Mercato Idéal. Justement, ça rejoint le cas que tu as cité, où donc je mettais toujours une petite compo probable avec les recrues que je proposais, mais c'était une compo pour mettre un petit peu en scène le truc. Et derrière, on va te dire, ah, mais t'as osé mettre un tel, je crois que j'avais mis à un moment donné, j'avais mis une recrue, je crois que j'avais mis Amine Gouiri sur le côté gauche, et j'avais mis Neymar juste en dessous. Mais c'était juste pour mettre en valeur la recrue, en fait. Ça ne veut pas dire Amine Gouiri est meilleur que Neymar. Ouais. Et du coup, après ça, je me suis dit, ok, en fait, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire une liste avec gardien, défenseur, milieu, attaquant. Comme ça, il n'y a pas de hiérarchie. Comme ça, on me laissera tranquille. Voilà, c'est plutôt ce genre de choses que je vais prendre en compte. Comme ça, au moins, ça évite les mauvaises interprétations et qu'on évite de me prêter des propos que je n'ai pas tenus. D'accord. On va te demander de revenir à tes débuts. Ça fait peut-être 5-6 ans, tu as dit que tu es sur YouTube. Je pense pas, à part si tu es un chanceux, que ta première vidéo, elle a explosé tout de suite. Donc, est-ce que tu te rappelles ta première vidéo qui a explosé et ce que tu as ressenti et qu'est-ce que tu t'es dit? Je m'en souviens très bien. J'avais commencé 6 mois. J'avais commencé au mois d'août exactement. Je me souviens. J'avais fait une première vidéo qui avait quand même réussi à faire, je crois, à peu près 3000 vues. Donc pour un début sur YouTube, c'est quand même pas mal. Je pense que le fait d'avoir une petite communauté sur Twitter à l'époque m'avait quand même aidé à me lancer et à pas commencer vraiment de 0-0. Donc ça, c'était plutôt cool. Et je dirais qu'il a fallu attendre à peu près 6 ou 7 mois pour avoir une vidéo qui vraiment fait des chiffres conséquents. C'était une vidéo d'ailleurs sur l'OM, ce qui est assez paradoxal pour un Niçois comme moi de devoir dire merci à l'OM. Mais j'avais fait une vidéo sur l'OM à l'époque parce que pour défendre Valère Germain et Kostas Mitroglou, qui à mon sens en prenait un petit peu trop dans la tronche, et du coup je prenais un peu le contre-pied de ce qui se disait à ce moment-là et ça avait pas mal plu, voilà. Et du coup ça avait plutôt bien explosé. Je sais plus combien de vues ça avait fait par contre, mais ça m'avait permis de passer de, je crois, peut-être 2000 à 10 000 abonnés en l'espace d'un mois. Donc je suis dit, ok, là ça y est, les choses sérieuses commencent, quoi. Ah ouais, 2000 à 10 000, ouais, c'est costaud, hein. Mais de toute façon, c'est ça, les grosses communautés, on va dire, sur YouTube Foot. T'as Marseille, Marseille-Paris, Lyon, t'as le Barça, le Real. Donc ouais, c'est vrai. Puis à ce moment-là, ouais, c'est vrai qu'ils en prenaient pas mal dans la tête. Je pense qu'aujourd'hui, un Kolo Muani, par exemple, pourrait justement permettre à ce moment-là, pour toi, c'était Mitroglou et Germain, mais je pense qu'un Kolo Muani aujourd'hui, si tu prends le contre-pied, ça peut être la vidéo qui fait que justement ça augmente. Ouais. Ouais, là, tu viens de donner Après, une idée. Il faut prendre le contre-pied si vraiment tu le penses et si tu as vraiment matière à argumenter dans ce sens-là. Sinon, ça ne marchera pas, on ne te croira pas, quoi. Ouais, comme on dit, pour être convaincant, il faut être convaincu. Ouais. Est-ce que je suis convaincu sur Kolo Muani? Pas sûr. Ah ouais. Ouais, moi non plus. Ouais. On voit aussi que, parce que j'étais sur ton Insta ces derniers jours, et je vois même tes shorts, tout ce que tu fais, il y a une qualité en termes d'image et de son. Je sais pas, par exemple, si tu as appris à gérer comment s'éclairer, etc., ou si tu as le matériel qui t'a investi dessus, mais est-ce que tu penses que pour bien se développer plus rapidement sur YouTube, est-ce que c'est primordial, ou est-ce que, entre guillemets, on peut se développer sans? Est-ce que dans tes débuts, tu avais déjà du matériel aussi développé? Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui cherchent des excuses, entre guillemets, qui se disent que on n'a pas le matériel pour, donc du coup, on va pas se lancer sur YouTube. Mais toi, à ton niveau, est-ce que tu penses que c'est un obstacle ou pas?
Tout dépend des moyens de la personne déjà. Par exemple, moi, je pourrais te dire, moi j'ai commencé, je me suis acheté par exemple un micro qui m'avait coûté 50 euros, tu vois. Ça, moi, ça me paraissait abordable, mais peut-être pour quelqu'un qui a moins de moyens, ça l'est moins. Donc, je ne vais pas juger. Maintenant, effectivement, je pense que tu ne peux pas débarquer sur YouTube comme on pouvait débarquer sur YouTube en 2010, c'est-à-dire avec une webcam dégueulasse en 320p et let's go. Ça, c'est pas possible. Il faut quand même effectivement un certain standard aujourd'hui, dans le sens où la qualité sur YouTube maintenant est très développée. Tu as de très très gros créateurs depuis de nombreuses années qui proposent des très très grosses productions, c'est-à-dire que moi, alors c'est gentil, merci pour le compliment, effectivement j'essaie de soigner un petit peu l'éclairage, tout ça, au fur et à mesure aussi de la réussite de la chaîne, j'ai pu me permettre d'investir dans du meilleur matériel, mais ça reste toujours incomparable par rapport à des productions de youtubeurs qui ont plusieurs millions d'abonnés ou qui ont des moyens semblables à une régie télévisuelle. C'est absolument incomparable. Et le problème, c'est que le grand public sur YouTube est de plus en plus habitué à ces standards-là. Donc, ils vont pas forcément te demander exactement la même chose, mais si t'as pas une image clean, si t'as pas un son clean, effectivement, tu risques de perdre des gens. Ça risque d'être quand même beaucoup plus compliqué d'attirer les gens. Si t'as pas aussi une miniature, aussi un minimum de qualité, ça aussi, ça va être compliqué. Donc, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de se lancer sur YouTube si on n'a pas un minimum de moyens. Ça, c'est clair. Ouais, je partage totalement l'avis. Je pense qu'aujourd'hui, les codes ont évolué, ils ont changé. Bon, bah, le spectateur se fie à ce qu'il voit, à ce qu'il a l'habitude de voir, et donc forcément qu'un nouveau créateur aujourd'hui doit s'adapter aussi. Après, quelque part, il n'a pas d'excuse non plus, parce que s'il consomme du YouTube, il sait comment ça se passe, il voit le contenu quotidien des différents créateurs, et il sait que forcément, bah, on demande un minimum. Après, il ne faut pas non plus l'excuse d'avoir un matériel à 1000 balles pour démarrer. Clairement, elle est pas valable. Mais, non, il n'y a pas comme besoin l'a de dit 1000 balles Alex, pour démarrer après. Voilà, c'est ça, clair. comme l'a dit Alex. Aujourd'hui, ton téléphone, tout le monde a un iPhone, etc. Tu peux te filmer avec l'iPhone, tu peux prendre un micro pas trop cher. Tu as des tutos partout sur YouTube pour pouvoir filmer, mettre des effets, pour se gérer par exemple OBS, etc. Donc, c'est vrai que les excuses aujourd'hui ne sont pas forcément valables. Et après, petit à petit, tu augmentes ton matériel, tu investis, etc. Mais pour démarrer, en tout cas, il n'y a plus d'excuses, je trouve. C'est d'ailleurs un truc qui est très gratifiant, je trouve, quand tu évolues sur YouTube. C'est que YouTube te permette, enfin l'argent de YouTube te permette d'investir dans du nouveau matériel, quoi. Ça marque un petit peu ton évolution. Même les abonnés vont le remarquer. Oh, il a un nouveau micro. Oh, la caméra, elle est de meilleure qualité. Tu vois, limite des fois c'est peut-être même plus satisfaisant que le trophée YouTube. Tu vois, de voir que tu peux toujours proposer mieux, proposer plus à tes abonnés. Je trouve que c'est quelque chose d'assez satisfaisant. Après, oui, pour revenir à ce que tu disais, je pense pas qu'il faille 1000 euros pour se lancer sur YouTube, très sincèrement. Je pense que si t'achètes, allez, admettons, un micro à 50 euros, un petit micro USB, t'as même pas besoin de carte son, un micro USB à 50 euros, tu peux prendre des webcams qui servent à streamer. Moi, j'ai très longtemps fait mes vidéos avec une webcam qui m'avait coûté à l'époque 150 euros. Là, par exemple, je filme avec un véritable appareil photo caméra qui m'a coûté, je crois, 1500. Mais à l'époque, j'ai commencé avec un truc à 150. Mes panneaux de LED pour m'éclairer, ça coûte, je crois, 70 euros les deux. Donc, je dis pas que c'est pas cher, que c'est gratuit, que n'importe qui peut se le payer. Mais si tu es prêt à réaliser ces investissements-là, c'est pas non plus un investissement colossal, je pense, voilà. Ça peut se faire avec, après, comme tu l'as dit, quelques tutos, un petit peu de débrouille, tout ça, normalement, ça se fait. Ouais, puis juste par rapport aux abonnés, vite fait, je trouve que justement par rapport à ça, ils sont hyper bienveillants parce que quand tu démarres, ils te critiquent pas forcément par rapport à ça ou quoi. Et justement, après, quand tu améliores le matériel, etc., ils vont te dire ah, franchement, trop bien le matériel, ou alors tu t'es hyper amélioré dans ta diction par rapport au début. Et tous ces compliments-là font hyper plaisir et donnent envie forcément de continuer à t'améliorer, à améliorer ton matériel. Et ouais, ça, c'est quelque chose qui est gratifiant, je suis d'accord. Je dirais que le seul truc sur lequel il faut vraiment faire attention au démarrage, c'est le son.
Parce qu'un son désagréable, ça repoussera les gens. Même les gens de bonne volonté, qui ont vraiment envie de s'intéresser à ton contenu. Si ça grésille comme le micro d'une certaine personne ici, si ça sature, là, ça va être difficilement audible pour les gens qui vont te découvrir. Là, c'est pas possible. L'image, déjà, ça peut passer. Au pire, tu te filmes en extérieur, tu as de la lumière du jour, c'est bon. Ok. Bon, on va parler argent, parce que je pense que ça intéresse pas mal de gens. Tu te rappelles ton premier virement que tu as reçu de YouTube? Il était de combien et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Je crois que c'était un truc du genre 150 euros. Ouais, pas Ouais, mal. je dirais ça, 150 euros. Bon, évidemment, brut. Hein. faut enlever les impôts, faut enlever l'URSSAF. Donc, il a dû, je sais pas, peut-être me rester 80, 90 euros, un truc comme ça. Mais j'étais content parce que je m'étais dit, ok, ça devient vraiment concret en fait. Là, le fait que cette chaîne puisse se professionnaliser, ça devient une véritable possibilité. Donc j'étais assez content et c'était un petit boost de motivation plus qu'autre chose. Ah, il faut 70 euros minimum, je crois, pour être viré, pour avoir ton premier virement. Quand tu dépasses le seuil de 70 euros, c'est là que YouTube te vire de l'argent. Mais ouais, la petite notification Google Ireland, quelque chose comme ça, c'est satisfaisant. Ouais, c'est vrai, ça concrétise le truc, mine de rien. Parce que je me rappelle quand on a touché le nôtre aussi, et on s'est dit, ah, peut-être qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Ouais, et puis tu te dis quelque part, ça veut dire que ta parole, ce que tu apportes, ce que tu as créé, bah, ça y est, c'est officiel, ça vaut quelque chose. Même si c'est que quelques dizaines d'euros, putain, ça vaut quelque chose. Et ça, franchement, au début, c'est quelque chose, mais ça te rassure en fait, parce que les gens se rendent peut-être pas encore vraiment compte, mais c'est énormément de travail. Je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui croient que faire du contenu sur YouTube, c'est juste j'allume ma caméra, j'appuie sur le bouton, je parle de ce qui me plaît et merci, au revoir. Mais non, ça demande énormément de travail, que ce soit sur l'écriture, sur la recherche, le montage vidéo. Et après, tu as tout le côté administratif aussi qui peut être très chiant, le côté matériel, tout ça. C'est beaucoup, beaucoup de taf. Et ouais, quand tu reçois tes premiers euros, tu te dis putain, ok, je fais pas ça pour rien non plus d'un point de vue professionnel. Ouais, c'est logique, hein, ils voient, on va dire, que le produit fini. Mais c'est clair que même au-delà de ça, on sait que sur YouTube, c'est un long marathon et t'as pas le droit de t'arrêter. En général, si tu t'arrêtes ou que tu fais des pauses, surtout dans tes débuts, parce que bon, si t'es un gros youtubeur, ça va. Mais quand t'es au début ou que t'es un youtubeur, on va dire moyen, t'as pas forcément le choix de t'arrêter 2, 3, 4 semaines. Sinon, tes stats vont en prendre un coup. Quand tu vas relancer une vidéo, tu vas avoir moins de visibilité. Et donc, ça te met dans on va dire dans un mood où tu sais que tu dois toujours faire une vidéo, tu es tout le temps en train de penser à quelle prochaine vidéo tu vas faire. Au moment où tu as posté ta vidéo, tu as fait tout le travail en amont, tu la postes. Derrière, tu es déjà en train de penser à la prochaine, à devoir mettre en place la prochaine, etc. Et forcément, tu es tout le temps dans ce processus de réflexion, de création. Et mine de rien, YouTube, ça demande énormément mentalement. Et ça, bon, les gens s'en rendent pas forcément compte, mais après, ouais, c'est Non, parce qu'évidemment, il y aura toujours la comparaison. C'est sûr que quand on dit ça, après, on n'est pas là non plus à se plaindre. On fait quand même un très beau métier. On arrive quand même à créer du contenu sur notre passion. On est payé pour ça. C'est quand même très, très beau. Moi, c'est une situation que j'adore. Et évidemment que même si c'est compliqué sur certains aspects, ça sera jamais aussi pénible que quelqu'un qui va se lever tous les matins à 3h du matin pour aller faire du pain dans la boulangerie, ou quelqu'un qui va aller travailler sur un chantier. Et évidemment qu'on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux de pénibilité. Et ça, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup de travail. C'est aussi beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. D'ailleurs, moi, j'ai eu un gros pic d'anxiété et de stress par rapport au travail au mois de décembre dernier, justement. Et là, justement, j'ai bien commencé l'année, je me suis complètement organisé, j'ai complètement changé ma manière de travailler, et du coup, là, ça va.
Là, ça va beaucoup mieux. Mais ouais, comme tu dis, il y a vraiment cette charge mentale au quotidien où tu es toujours en train de penser à l'avenir et tu as toujours aussi un petit peu cette peur que tout s'arrête du jour au lendemain, que les gens ne s'intéressent plus à ce que tu fais, que ton contenu ne soit plus considéré comme intéressant et voilà, que ce rêve se termine du jour au lendemain. Ouais, ça, c'est une peur qui, je pense, est partagée par la totalité des créateurs de contenu sur Internet. Mais en fait, entre nos 2 épisodes, ça montre comment il y a un type de YouTuber il y en a 10 000. En fait, on n'est pas tous pareils. Par exemple, moi, la dernière fois, j'ai exprimé les craintes que tu viens d'exprimer. Et on avait Riles en face qui était en mode ouais, moi je suis tranquille, il y a pas de souci. Et je disais moi je suis des fois limite en train de faire un burn-out, j'ai de l'anxiété, des fois j'arrive pas à dormir. Et il me disait non, tranquille, je fais ce que j'aime, ça se passe bien et tout. Et c'est rassurant de parler avec toi. Et par exemple de voir que je suis plus en accord avec toi là-dessus et que moi aussi des fois j'ai des pics d'anxiété, mais c'est fou parce que il y a un côté qui est bien dans le fait de faire sa passion et tout. Mais t'as le côté aussi où c'est toi qui dois tout faire, c'est toi qui dois tout créer, tu dois trouver des idées, tu dois gérer plein de choses. En fait, t'es tout. Et justement, oui. c'est ce qu'on va aborder juste après. C'est par exemple ta relation avec l'argent et la créativité. Parce que là, justement, par rapport à ce que je viens de dire, c'est qu'on est tout pour la chaîne YouTube. Par exemple, dans une entreprise, il y a quelqu'un qui fait la compta, il y a quelqu'un qui fait le marketing, il y a quelqu'un qui fait son travail. Là, j'ai l'impression qu'on est entre deux choses. On est des businessmen et en même temps, on est des créatifs. C'est-à-dire que là, faut qu'on trouve des idées. Ouais, faut qu'on trouve des idées intéressantes parce qu'on a envie de les traiter, ça nous intéresse. Mais en même temps, il y a le côté business où on se dit, il faut que la vidéo elle fasse des stats aussi pour que la chaîne elle puisse continuer. Donc, toi, où est-ce que tu te situes à ce niveau-là et comment tu gères la différence entre le businessman Alex Castro et le créatif Alex Castro? Alors, la précision est importante, j'apprécie. J'apprécie. Du coup, alors, moi j'ai de la chance aussi, c'est que depuis à peu près 2 ans dorénavant, j'ai un agent qui travaille avec moi sur la partie commerciale. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est un agent que j'ai rencontré sur un podcast assez similaire au vôtre. Il tenait un podcast à l'époque sur les créateurs de contenu pour savoir un petit peu comment ça marchait pour eux, tout ça. Et au final, le feeling était très très bien passé. Il avait cette expérience dans le commercial et au final, on a bossé ensemble. Et maintenant, il bosse aussi avec d'autres youtubeurs. Donc ça aussi c'est quand même une bonne épine du pied de retirer, mais c'est vrai que dans les premières années je gérais ça tout seul et c'était assez compliqué parce que notre principale source de revenus ce n'est pas YouTube, c'est les sponsors. Très clairement, c'est les sponsors qui te payent le plus. Mais le problème c'est que quand toi tu débarques sur YouTube, il n'y a personne sur YouTube qui va venir t'expliquer, il n'y a personne sur Internet qui va t'expliquer exactement combien tu peux demander. Parce qu'en fait, chaque YouTuber a un cas très précis, a un profil très précis et peut demander une somme très précise. Et encore, non, elle n'est pas très précise, justement, elle reste assez vague. Tu es un peu obligé tout le temps de tâtonner, de voir jusqu'où tu peux demander, tout ça. C'est pas évident. Mener des négociations, j'avais jamais fait ça de ma vie avant, c'était assez particulier. Donc il y a la partie commerciale qui était assez chiante. Je suis assez content que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe aujourd'hui. Après, il y a aussi la partie communication, parce que c'est bien de faire des vidéos, mais il faut aussi communiquer. Moi, par exemple, avant de me lancer sur YouTube, je n'avais pas de compte Instagram, ça ne m'intéressait pas. Je ne voulais pas partager ma vie privée. C'était pas du tout un truc que je voulais faire. Et là, je m'étais dit, ok, je dois toucher un maximum de personnes si je veux réussir, donc il faut que je sois présent sur à peu près tous les réseaux sociaux. Moi, à cette époque-là, le seul qui m'intéressait à peu près, c'était Twitter. Donc il a fallu aussi se développer sur Instagram. Il a fallu aussi se développer aussi sur Twitch, parce que à partir de 2020, la mode c'était Twitch. Il fallait faire du stream. Tous mes abonnés me réclamaient pourquoi tu streames pas. Je dis bon bah let's go, on va tenter le stream. Donc je me suis aussi lancé sur Twitch, ce qui a été très cool parce que ça m'a permis de carrément créer des émissions. Ça m'a permis aussi de bosser sur de beaux projets. J'ai travaillé
allé sur la chaîne de Rivenzi en tant que chroniqueur dans son émission sport. J'ai carrément créé, j'ai monté toute une émission, ils m'ont donné carte blanche, monté une équipe de rédacteurs, tout ça, pour la chaîne Twitch de la Ligue professionnelle de football, pour la LFP. Ça aussi, c'était vraiment génial. C'était vraiment une belle expérience professionnelle. Mais voilà, pareil, c'est toujours beaucoup de boulot, toujours penser à quoi faire, comment se diversifier. C'est beaucoup de taf, ouais. Mais après, donc pour répondre à l'autre partie de la question qui était sur le fait de comment penser à faire des stats dans la réflexion de la conception des vidéos, j'ai jamais voulu me travestir. Je pense que mes vidéos d'aujourd'hui dans les grandes lignes restent à peu près les mêmes qu'il y a 5 ans. On reste toujours sur des vidéos qui cherchent à être pragmatiques, à être assez objectives. La seule chose qui a changé, c'est que j'essaie d'être peut-être un petit peu plus créatif sur les formats, essayer de présenter ça de manière un petit peu plus sympathique. Alors qu'avant, je voyais ça vraiment juste comme un article de presse. C'était simple, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai beaucoup bossé pour SoFoot à une époque, pour leur site internet. Et en fait, j'appliquais quasiment la même méthode pour concevoir un article chez eux sur mes vidéos. Là, à un moment donné, je me suis dit, ok, t'es journaliste, tu gardes l'esprit journaliste, c'est ta formation, c'est normal, mais t'es youtubeur, tu peux pas le renier. Donc, j'ai essayé de mettre un petit peu plus de YouTube dans mes vidéos, sans travestir le fond. Ouais, bah c'est en gros le créateur de contenu aujourd'hui, c'est vraiment un caméléon. Tu dois tout savoir faire. Tu dois t'es un marketeur, t'es un communicant. Tu dois toujours être à l'affût des nouveautés, de ce qui se fait aujourd'hui, etc. Toujours t'adapter. Et ça, c'est pas évident. Ça demande une charge de travail énorme, une charge mentale aussi énorme. Et puis des fois, à vouloir être partout, bah tu finis nulle part. Et c'est pas évident parce que si tu te plantes, c'est ta source de revenus. Quelqu'un qui est pas efficient au travail, qui est pas productif au travail, il aura toujours son salaire. Alors que toi, si tu l'es pas, malheureusement, tes chutes sont en baisse, ton argent est en baisse et derrière, ça peut être très compliqué. Et tu peux même tomber aussi en dépression. Il y en a beaucoup qui ont arrêté, qui sont tombés en dépression, qui ont fait des pauses. Donc c'est pas évident. Il y a des gens qui tournent ça au ridicule, mais moi je comprends que des créateurs de contenu sur Internet puissent tomber en dépression. Oui, effectivement, c'est tout à fait compréhensible. C'est une situation, si tu n'as peut-être pas non plus la mentalité. Je pense que c'est... de toute façon, youtubeur, on est entrepreneur. Faut pas se mentir, je veux dire, de toute façon, moi, avant de me lancer sur YouTube, j'avais jamais pensé à créer mon entreprise, j'ai pas forcément cette fibre-là de base, mais par la force des choses, si tu veux percevoir ton argent sur YouTube, tu es obligé de facturer, et pour pouvoir facturer, tu es obligé de créer une entreprise. Donc ça, c'est obligatoire. Donc de facto, tu es entrepreneur, mais du coup, une fois que tu l'es, tu l'es. Et ça, je pense que ça ne convient pas à tous les caractères. Il y a des gens qui préfèrent avoir leur tranquillité, qui préfèrent être salariés, qui préfèrent avoir la sécurité d'un CDI. Et ça, je le comprends tout à fait, surtout si tu commences à avoir une femme, des enfants. Moi, je me suis lancé, j'étais célibataire. Je n'avais aucune obligation. J'avais en plus deux autres boulots à côté, parce que, comme je vous disais, je travaillais donc pour AMC, mais j'avais aussi un petit boulot alimentaire pour compléter un petit peu, un petit job à mi-temps. Donc, je pouvais me permettre. Mais je peux comprendre que pour d'autres, ce ne soit pas une situation gérable. C'est tout à fait possible. Ok. T'en as parlé juste précédemment. C'est quoi la répartition de tes revenus, sans nous donner des chiffres bien évidemment, Okay. entre tout ce qui rentre au niveau de la pub, niveau partenariat, pour que les gens ils comprennent bien, entre guillemets, que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Ouais. si tu te concentres sur AdSense, ça risque d'être un peu compliqué. Ouais, effectivement, je dirais que à l'heure actuelle, là, je vais vous donner des chiffres vraiment à la louche, hein. Il aurait fallu que je passe un petit coup de fil avant et que je regarde ça un petit peu plus en détail avec mon agent. Mais là, comme ça, je dirais que je dois être peut-être aux alentours de 60-70% de mes revenus proviennent de mes sponsors et donc le reste d'AdSense de YouTube, je dirais à peu près. Ouais.
Du coup, c'est que partenariat et AdSense. T'as pas une autre source de revenus qui pourra intéresser d'autres personnes ou tu te focuses que sur Si, les partenariats? si, il y en a une autre maintenant. Là, elle est plus d'actualité. Ça a été la création de contenu pour d'autres médias. Ce que je vous Ok. disais tout à l'heure, par exemple, là, pour l'émission sur la chaîne Twitch de la LFP. Ça aussi, c'était une source de revenus intéressante pour moi. Quelque chose aussi qui me sécurisait, puisqu'on avait eu pour le coup un contrat d'un an. Donc ça aussi, d'avoir un véritable contrat de temps en temps, c'est vrai que ça fait quand même du bien. T'as là, ok, c'est cool. Ouais, Je sais que je c'était vais avec avoir de l'argent à la Scipion. fin du mois. C'était avec Scipion, je crois, dedans, non? Et vous parliez des C'est anciens ça. joueurs de Ligue 1, des choses comme ça. Ouais, je l'ai vu passer, ouais. Exactement, Ouais. exactement. Liga Legends, ouais, il y avait Scipion, il y avait Max Fandrel pour ceux qui traînent un petit peu sur le Twitter foot. Non, c'était vraiment cool. Bah, du coup, quel conseil que tu as à donner, même si c'est ton agent qui gère ça, peut-être dans la création du contenu, quel conseil tu as aux jeunes youtubeurs pour obtenir des partenariats? Est-ce qu'il faut cibler son contenu d'une certaine manière? Est-ce qu'il faut absolument passer par un agent? Qu'est-ce que toi tu penses de tout ça? Et aussi, est-ce Alors, que c'est toi qui es allé vers eux ou c'est eux qui sont venus vers toi? les sponsors, non, c'est eux qui viennent. Eux, ils viennent naturellement. Moi, j'ai jamais eu ce truc de me dire je vais aller envoyer des mails à des marques. Coucou, vous voulez bien me payer pour que je fasse votre publicité? Je trouve ça bizarre. Pour moi, c'est pas des choses qui se demandent. Je pense que c'est des demandes qui se reçoivent plutôt. Et effectivement, dès que tu commences à faire un nombre de vues conséquent, les marques commencent à arriver. Alors après, il y a un gros tri à faire. T'as quand même beaucoup de trucs. Ça va être comment ça s'appelle? Des sites qui te revendent des faux maillots par exemple, Ouais. ou des trucs avec des NFT bidons, des choses comme ça. Il y a quand même pas mal de choses où faut faire attention à pas vendre n'importe quoi. Euh, Est-ce qu'il y a forcément besoin d'un agent? Non, je ne pense pas. C'est une aide, c'est clairement une aide, vraiment pas négligeable, parce que c'est, encore une fois, à part si peut-être tu as eu une formation dans le commercial, tout ça, là, bon, bah, pourquoi pas le gérer tout seul. Mais d'avoir quelqu'un qui justement va démarcher des entreprises pour toi, qui sait démarcher des entreprises correctement, qui sait négocier également avec un sponsor, parce que le sponsor, il va toujours essayer de te proposer la somme minimale. Forcément, il va te proposer 100 là où tu pourrais demander 1000 par exemple. Donc voilà, surtout si tu es un peu jeune, c'est bien d'avoir un accompagnement. Mais après, agent de youtubeur, c'est pas non plus un métier très démocratisé, je pense, aujourd'hui. Donc c'est peut-être pas évident de trouver ça. Euh, et après, au niveau du contenu, moi je dirais, alors évidemment, ne jamais travestir son contenu, toujours rester fidèle à ce qui nous a motivés à faire du contenu sur Internet, toujours essayer de transmettre sa passion avant tout, toujours essayer d'être le plus authentique possible, parce que si tu perds ça et si ton contenu est créé uniquement pour générer des vues, ça va se sentir. Ça va se sentir et du coup, le lien que tu as ou que tu pourrais créer avec ta communauté, tu vas le perdre. Et ça, en fait, c'est le plus important. D'une, c'est le truc le plus satisfaisant qu'on a quand on est créateur de contenu, vraiment. Moi, j'adore, je passe un temps fou, par exemple, sur mon Discord pour suivre toutes les discussions de mes abonnés, pour participer, pour proposer des trucs. Là, on va commencer à se faire des petits jeux tous ensemble, tout ça. Voilà, faire des petits events. C'est un lien génial. Moi, en 2020, pendant le confinement, mais j'étais tellement content de pouvoir faire des lives et de pouvoir discuter avec des gens. C'était incroyable. Donc ça, c'est inestimable. Et, et justement, c'est si tu as ce lien-là que du coup, les marques vont s'intéresser à toi. Parce que du coup, tu génères de l'engagement. Donc, mais après, encore une fois, faut faire attention. Ne vends pas n'importe quoi à ta communauté. Faut pas les prendre pour des idiots parce que ce lien, il peut très vite se briser. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. En parlant de stratégie financière, il y a certains youtubeurs, notamment le plus grand youtubeur du monde en ce moment, MrBeast, qui quasiment tout l'argent qui rentre en revenu, il le réinvestit sur la chaîne et il s'en fout. Ouais. Quelle est ta vision sur cette technique stratégie financière? Est-ce que, enfin, toi, tu es dans un contenu qui est un peu différent, t'as pas besoin de dépenser beaucoup
pour faire du contenu, parce que il y a pas comme lui des acteurs, des histoires, Ça, c'est sûr. des yachts, etc. J'ai pas Nous, des dans trains notre- qui explosent. Non, non, on est d'accord. Je le Ouais, je le nous, prends pas mal, y a pas de souci. ouais, bah nous on est pareil en fait, nous on est pareil. Oui, oui, oui. On parle face caméra. Ce qu'on peut améliorer, c'est notre vidéo, notre son, notre matériel. Mais est-ce que toi, tu penserais, un de ces quatre, à peut-être réinvestir l'argent que tu gagnes sur YouTube pour faire des nouveaux concepts, des choses qui pourraient te plaire et t'intéresser? J'adorerais. J'adorais et j'espère que c'est la prochaine étape. Tout à l'heure, je vous disais, c'est vrai qu'il y avait ce côté, putain, je gagne de l'argent, donc du coup, ça me permet d'investir dans du nouveau matériel pour faire des vidéos de meilleure qualité. Bah, maintenant, ça serait de générer suffisamment de revenus pour, pour continuer de pouvoir vivre de mon travail, pouvoir payer mes prestataires. Hein, pour qui est le monteur, ou si de temps en temps j'ai besoin d'un mini maker, pour payer mon stagiaire également. Là, ça fait, ouais, j'ai eu 2 stagiaires jusqu'à présent. Euh, il y a l'agent aussi qui prend sa commission, donc voilà, pour l'instant, je peux pas me permettre d'investir plus que ce que je fais actuellement. Mais j'adorerais un jour pouvoir investir plus, pouvoir monter des gros reportages. J'en ai déjà fait 2-3 grâce à des appuis financiers de sponsors. Mais par moi-même, j'aimerais beaucoup faire des plus gros reportages, créer peut-être, pourquoi pas, de nouvelles émissions avec plus de matos. J'habite à Tokyo, donc si aussi je pouvais me payer beaucoup plus facilement des billets aller-retour pour venir en France, si j'ai un concept d'émission, par exemple, avoir les moyens de louer un studio pendant une semaine, tourner plein de vidéos et après rentrer chez moi tranquillement, par exemple, ça serait des choses absolument incroyables. Après, de là à faire comme MrBeast, à investir tout son argent dans chaque vidéo, je pense que non. Et en fait, je pense que MrBeast, il le tourne très bien. En mode, oui, regardez, je me dévoue pour ma communauté, je réinvestis tout mon argent. Mais il est obligé, en fait. Il est juste obligé pour garder son audience de faire ça. Parce que son contenu, au final, il repose que sur du spectaculaire. Il repose que sur de l'insolite. Donc il est toujours obligé d'aller dans l'escalade. Toujours plus. Et pour ça, faut mettre toujours plus d'argent au final. Quand tu as commencé à faire une piscine remplie par je sais pas combien de boules à 50 euros, au bout d'un moment, après, tu vas faire quoi? Tu vas mettre des pépites d'or, tu vas mettre un train qui explose, qui rentre dedans, je sais pas. Enfin, t'es toujours dans la surenchère, quoi. Moi, je suis pas fan du tout du contenu de MrBeast. Autant je suis en admiration devant des mecs comme Squeezie qui vont monter des trucs comme le GP Explorer. J'ai trouvé ça incroyable. Ou les matchs de foot organisés par Amine. Tu vois, ça, c'était exceptionnel. Ça, c'est vraiment du contenu où tu te dis, ok, putain, ça vaut le coup de mettre de l'argent, tu vois. Alors que le contenu de MrBeast, je pense que c'est vraiment du contenu pour faire des vues et rien d'autre, en fait. Et je le trouve pas pour le coup. Alors bon, ça contredit peut-être un petit peu ce qu'on a dit parce qu'au final ça marche très bien. Il a des fans dans le monde entier. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment pas un contenu qui me parle. Ça me fait penser il y a un mec comme ça qui faisait de la dégustation et qui a commencé à. Alors que de base, il faisait autre chose, puis il a commencé à voir que la dégustation, ça marchait bien. C'est un youtubeur américain, je crois. Et au final, il a dû être toujours dans la surenchère, puisque les gens en redemandaient toujours plus. Et finalement, il a fini obèse, dépression, problèmes, maladies, etc. Et là, il est vraiment énorme. Et ça devient. Ces vidéos sont devenues horribles à regarder. Hein. C'est aberrant. Mais justement, tu disais par rapport à Tokyo, par rapport à des projets, etc., que tu pourrais avoir justement à Paris, en physique, tourner peut-être des émissions, des projets et tout. Pourquoi être parti à Tokyo? Est-ce que tu regrettes pas? Est-ce que tu n'y as pas pensé forcément? Est-ce que tu t'es dit, je serai beaucoup plus loin, ces projets-là, ça va être plus compliqué, etc. J'y ai pensé. En fait, je suis parti à Tokyo de base pour 1 an. Pardon. Je suis parti de base pour Tokyo pour 1 an seulement. C'était, en gros, je vivais sur Paris, enfin région parisienne. Je commençais à saturer, parce que moi de base je suis de Nice, je suis né à Nice, j'ai grandi à Nice. Le sud commençait sérieusement à me manquer. J'ai rencontré celle qui est devenue ma femme aujourd'hui, donc à cette époque-là. Il y avait cette possibilité d'aller au Japon, puisque elle est franco-japonaise. Donc voilà, il y avait cette possibilité-là. Je lui ai dit, écoute, viens, on part 1 an au Japon. Moi, je viens pas d'une famille aisée, j'ai pas énormément voyagé dans ma vie. Je me suis dit, viens, on se fait un dernier kiff. On part 1 an. Et comme ça, après, on rentre à Nice et on se marie, on fait des enfants et on s'installe. On rentre à pieds joints dans la vie de daron.
C'était le projet. Sauf qu'en fait, au bout de 3-4 mois, j'ai découvert un pays absolument magnifique, avec une qualité de vie absolument incroyable. Un coût de la vie inférieur aussi, ça c'est vrai. Alors effectivement, c'est le Japon, c'est pas non plus la Thaïlande ou voilà, mais ça reste quand même inférieur à la France actuellement. Donc ça aussi, en tant que youtubeur, on parlait tout à l'heure un petit peu de l'anxiété, notamment d'un point de vue financier. C'est vrai que c'est quelque chose qui me sécurise aussi un petit peu plus. Euh, Et en plus, bon, voilà, ça se voit, bon, là, pas de ce côté, mais ça se voit un peu à mon décor. J'ai toujours eu une grande passion, moi, pour tout ce qui est Japon. J'ai toujours été un grand fan de manga, d'anime et tout ça. Donc, forcément, c'est un truc qui me parle beaucoup. Et oui, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que je me sentais pas du tout de revenir en France. Même à Nice, j'avais pas spécialement, même si je suis très, très attaché. J'adore cette ville. Mais le cadre de vie n'est pas le même. La qualité de vie n'est pas la même. Et là, c'est plus le, le, le futur père de famille qui parle en fait, parce que bon, mine de rien, j'ai fait 36 ans cette année. Donc voilà, je suis plus en recherche aussi de stabilité, d'une bonne qualité de vie, d'un cadre qui me rassure aussi pour mes futurs enfants. Et aujourd'hui, je le sens plus aujourd'hui au Japon qu'en France. Là, je suis rentré en France le mois dernier. C'était très sympa de revoir la famille, c'était très sympa de revoir les amis, c'était très sympa de revoir ma ville, qui est toujours aussi belle, mais le quotidien est beaucoup plus agréable ici. Ouais, là, je suis totalement d'accord. Moi qui suis en région parisienne, c'est vrai que c'est top pour le travail, les opportunités, les projets, etc. Mais c'est vrai que le rythme de vie au quotidien, c'est pas forcément agréable. Et puis, quand tu fais un métier où tu as la chance de pouvoir vivre d'Internet, on va dire, et que tu as du coup la possibilité de faire ça à distance, c'est vrai que enfin, tu peux avoir facilement l'envie C'est la chance. d'aller voir ailleurs, ouais, c'est clair. Et puis, il y en a beaucoup qui pensent que... Alors, Dubaï est un exemple différent, mais il y en a beaucoup, quand tu t'expatries, qui pensent que tu fais ça uniquement pour l'argent. Mais après, tu as forcément enfin, quand je parle d'argent, je parle fiscal, hein, de payer moins Oui, d'impôts, bon on va alors dire. le Japon, c'est la même chose que la France à ce niveau-là. Je suis pas gagnant, hein. Ah, si, il y a un peu moins de TVA, c'est tout. Mais sinon, au niveau fiscal, et en plus de ça, de toute façon, je suis toujours résident fiscal français. Donc, pour le coup, j'ai aucun avantage là-dessus. Pas de souci. Ouais, c'est ça. Puis et surtout, bah, le coût de la vie est moins cher. Et forcément, bah, quand tu vis ta vie sur Internet et que des fois, il y a des mois qui fluctuent et que tu peux gagner un petit peu moins ou quoi, bah, d'avoir la vie au quotidien qui est moins chère, forcément que c'est un aspect important quand tu es un créateur de contenu. C'est ça. C'est quelque chose d'assez sécurisant. Surtout quand tu sais ce que c'est la pauvreté. Quand tu as connu ça. Moi, j'ai vraiment pas grandi dans une famille aisée. Bah, c'est quelque chose, je pense, qui peut-être inconsciemment te reste un petit peu dans la tête et fait que bah ça te stresse un petit peu. Quand tu fais un moins bon mois, quand ça fait 2-3 mois que t'as pas eu un seul sponsor, tu vois, tu te dis mince, qu'est-ce qui se passe? Quand tu commences un petit peu à stresser, ou tu te dis mince, bah oui, ça va être compliqué là de payer mon monteur, tu vois, bon bah oui, ça te met des coups de pression. Après, c'est aussi un truc qui te pousse à toujours plus travailler et à jamais te relâcher. Mais encore une fois, on en parlait tout à l'heure, si t'as pas le caractère pour ça, pour supporter cette pression-là, cette instabilité, cette précarité, parce qu'encore une fois, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, je comprends que ça puisse être très difficile à supporter pour d'autres personnes. Ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, nous, on a la problématique. Enfin, avec Recoba, on a une chaîne où on est à plusieurs. Ok. Donc, du coup, même Faut moi, j'ai pensé à partager. partir. Ouais, bah, en fait, c'est super d'avoir une chaîne à plusieurs parce qu'on partage notre passion, notamment pour le Paris Saint-Germain. Et du coup, moi aussi, je pensais à partir. Mais du coup, on vient d'avoir un studio sur Paris où on peut tous se retrouver. Donc, c'est un peu compliqué. Mais bon, on a quand même l'avantage d'être à plusieurs et de profiter. Donc, on va essayer de se concentrer là-dessus pour l'instant. Et peut-être que dans quelques années, si on est tous d'accord pour aller au même endroit, ce qui m'étonnerait, C'est on compliqué. pourrait voir ailleurs. Mais Euh, c'est trop cool hein, en même temps de faire un truc comme ça en communauté avec des potes. Moi j'ai adoré hein, les émissions que j'ai pu faire en live avec mon équipe, c'était trop bien. C'est vrai que YouTuber ça reste un métier de solitaire au final. Donc c'est vrai que de pouvoir partager ça avec d'autres personnes c'est très très cool. Après c'est sûr à la fin du mois par contre faut partager aussi donc là c'est peut-être un petit peu plus chiant.
je peux comprendre. Ouais, c'est clair. Mais non, c'est vraiment trop cool. Moi, j'essaie justement de compenser du mieux que je peux. J'essaie de faire de plus en plus des petites collabs avec des créateurs que je kiffe. Alors, c'est par visio interposée. Malheureusement, je peux pas leur payer un billet pour Tokyo pour qu'ils viennent faire la vidéo avec moi. Mais c'est quand même cool, tu vois, de pouvoir faire ça aussi avec d'autres personnes. Et aussi, pour les spectateurs, de pouvoir leur proposer du contenu un petit peu plus diversifié, d'avoir d'autres sons de cloche. Moi, j'ai une vision des choses. Je sais que les gens me suivent pour cette vision ou cette manière de présenter les choses, mais je prétends pas non plus avoir la vérité absolue. Et je conçois tout à fait qu'il y ait d'autres visions du football, par exemple. Et je trouve que c'est d'autant plus sympa pour les gens quand je fais une collab d'avoir des gens qui ont des avis différents. Ok. Tout à l'heure, tu as parlé de Twitch. Je me rappelle qu'à un moment, tu faisais des lives le samedi matin à 11h. Ça s'appelait les lives ADC, si je ne me trompe pas. Ouais, je les fais toujours. Je suis très irrégulier, mais ils sont toujours là. Non, mais justement, c'est justement la question que j'allais te poser, parce que en fait, il me semblait qu'à un moment, tu les faisais sur Twitch, ces lives. C'est ça. Il y a même eu un moment sur Twitch où je crois que tu faisais du Football Manager. Ta stratégie de diversification, etc. Qu'est-ce que tu penses déjà de nous dire pourquoi peut-être tu es un peu moins sur Twitch et là je vois des fois tu le fais sur Insta et des fois tu le fais sur YouTube. Est-ce qu'il y a un problème avec Twitch par exemple pour les gens qui veulent être en live, et aussi pourquoi à un moment tu t'es diversifié sur Football Manager et au final maintenant tu le fais un peu moins et tu es revenu un peu plus sur le foot? Alors, gros sujet Twitch, vaste sujet. Comme j'ai beaucoup de créateurs de contenu, j'ai complètement subi la hype Twitch aux alentours de 2020. Et c'était très cool parce que du coup, ça m'a permis de créer de nouveaux formats. Ça m'a permis aussi d'avoir un lien très direct avec mes viewers et ça, franchement, c'était génial. Ça renforce le lien que tu as avec eux et ça rend les choses encore plus concrètes. C'est vraiment très très cool. Et puis tu peux avoir leur feedback directement aussi. Quand tu fais quelque chose qui va pas, au moins ils peuvent te le dire directement. Ça aussi, c'est vraiment très cool. Ou quand ils veulent te suggérer quelque chose, un concept ou quoi, ils peuvent te le faire. Ça, c'est vraiment très cool. Et ma réflexion à ce moment-là, c'était bon, c'est quand même bien de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Réflexion, on va dire, aussi d'entrepreneur, hein, toujours se diversifier, comme ça au moins si un jour YouTube ça s'arrête ou ça devient ringard comme MySpace est devenu ringard par exemple, au moins j'aurai déjà une autre plateforme pour continuer mon travail et j'aurai déjà une communauté qui me suivra sur cette plateforme-là, je repartirai pas de zéro. Donc il y avait ce côté toujours un peu aussi cette quête de comment dire, cette volonté de se rassurer toujours, tu vois, toujours de se prémunir de cette peur du lendemain. C'est un peu aussi dans mon caractère. Donc voilà, c'était l'idée. J'ai donc créé ça sur Twitch pendant 2 ans à peu près. J'ai créé pas mal de formats. Il y avait du FM effectivement. Le ADC Live où là c'est vraiment juste du just chatting. Hein, où vraiment je suis juste là pour répondre aux questions de mes abonnés. Des émissions podcast avec des chroniqueurs, avec des sujets beaucoup plus travaillés. Tout ça, ça aussi c'était vraiment très très cool. Il y a eu Kick-Off, il y a eu League of Legends. C'était vraiment très 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 bien. Je suis très content de ce que j'ai pu produire sur cette plateforme, mais je suis pas satisfait de la plateforme en elle-même. Moi, ça fait partie aussi de ma vision du football, et je pense que c'est pareil pour le travail. Pour moi, la récompense, ça doit se faire au mérite. Et le mérite, pour moi, n'est pas récompensé sur Twitch. Alors, je parle pas forcément dans mon cas, mais de façon très générale, dans le sens où il n'y a pas un algorithme réellement efficace, capable, comme sur YouTube, de te faire progresser. La seule manière de progresser, enfin les seules manières de progresser sur YouTube, c'est soit d'avoir une très grosse communauté ailleurs et de tout le temps faire des appels pour qu'ils viennent te rejoindre sur l'autre plateforme. Et ça, c'est très compliqué de transférer une communauté d'une plateforme à une autre. Soit c'est de faire des lives jusqu'à ce qu'un gros créateur tombe sur toi, un très très gros créateur tombe sur toi et te fasse un raid qui fait qu'il y a plein de gens qui vont te découvrir d'un coup. Et même ça, au final, je
je trouve que c'est pas non plus la meilleure des solutions parce que c'est des gens qui viennent juste parce que un créateur les a redirigés vers toi. Et ils arrivent d'un coup, ils te connaissent pas, ils ont aucun lien avec toi, donc tu vas au final sur la durée, tu vas en garder que très peu. Donc ça, pour moi, ce système ne me convenait absolument pas. La rémunération également ne me convenait pas, faut le dire, parce que la rémunération sur Twitch est quasiment inexistante en termes de publicité. Parce que le modèle repose essentiellement sur les dons sur subs. Twitch. Sur les dons, sur les subs, exactement. Et Twitch se prend une marge hallucinante, en fait, dessus. Donc ça aussi c'est quelque chose qui m'énervait un petit peu. Sur Twitch, je crois que le maximum que j'ai réussi à générer c'est 300 € brut. Quand tu t'es fait 80 heures de stream dans le mois, que tu t'es cassé la tête à créer des émissions, à faire du contenu, à rester des heures et des heures en stream, parce que mine de rien c'est du travail et c'est quand même fatigant de parler non-stop comme ça devant une caméra. Là aussi peut-être que les gens ne se rendent pas forcément compte, mais c'est quand même beaucoup de boulot. Tu te dis, ok, j'ai ni visibilité, ni retour financier. Bah, je retourne sur YouTube, en fait. Je retourne sur YouTube. C'est tout aussi simple. Alors oui, effectivement, c'est peut-être pas, y a peut-être pas autant de petites options de personnalisation, par exemple les emotes, tout ça, comme sur Twitch. Mais au global, ma communauté est là, et le but d'un live, c'est de partager avec ma communauté. Et je partage avec beaucoup plus de gens sur YouTube. Donc le calcul est vite fait. Voilà. Bah, le truc, c'est que, ouais, en fait, YouTube, ou même, on va dire, les TikTok aussi, c'est comme ça, c'est beaucoup comme ça. Ils te permettent de te mettre en avant sans même que tu aies à débourser un centime. Et l'algorithme fait que beaucoup de jeunes créateurs ou quoi sont découverts grâce à l'algorithme de YouTube et TikTok, chose qui n'est pas le cas avec, je trouve, Instagram, c'est un petit peu comme ça. C'est très difficile de monter une communauté sur Instagram. C'est très, très long. Et le bénéfice, on va dire... Voilà, c'est ça. Le ratio bénéfice par rapport aux heures de travail et à l'investissement, c'est très difficile. Et sur Twitch, je trouve que c'est la même chose. Après, ce pourquoi il y en a beaucoup aussi qui vont quand même sur Twitch, c'est que il y a des droits sur YouTube où c'est très compliqué. Et donc, tu as plus de liberté de création sur Twitch. T'es moins bloqué, on va dire. De moins en moins. Moi, de moins en moins. Ah oui, de moins en moins. Les reacts d'émissions, il y en a de moins en moins. Les musiques, ça passe de moins en moins. Donc même ça, au final, tu le perds. Je pense que Twitch, ce qui paraît peut-être plus facile pour les gens de se lancer sur Twitch, c'est qu'il y a ce côté très, très spontané. Y a pas, là, pour le coup, t'es vraiment dans ce modèle du « j'allume ma caméra et je parle ». Il n'y a pas de montage. T'as pas besoin vraiment de préparer. Alors, à part si tu pars sur des concepts plus définis, sur des émissions, tout ça. Mais si tu veux faire juste du just chatting sur ta passion, t'allumes ta caméra et tu parles. Ça viendra tout seul. Tu réponds aux questions, tu partages et c'est bon. Ou tu joues à un jeu vidéo. Tu vois, jouer à un jeu vidéo et discuter en même temps, c'est quand même assez facile pour se lancer. Tu te dis pas, waouh, il y a une montagne de travail, comment je vais faire tout ça? Je pense que c'est moins rebutant que de se lancer dans la création de vidéos sur YouTube ou même sur des formats courts sur TikTok, sur Instagram par exemple. Alors si tu as une communauté sur YouTube, autant faire du just chatting sur YouTube ou de faire du gaming sur YouTube plutôt que d'aller sur Twitch. Ouais, totalement, je pense. En fait, après, si tu as réussi à te créer ta communauté sur Twitch, reste sur Twitch. Mais je pense que si tu as déjà une très grosse communauté quelque part, tu vois, même sur TikTok, si tu as envie, tu peux faire des lives. Sur Instagram, tu peux faire des lives. Je vois pas en fait vraiment ce qu'apporte Twitch. Je pense que c'est hyper intéressant pour les très très gros. Tu vois, que Squeezie aille faire des lives sur Twitch, je l'entends. Parce que lui, il a 12-15 millions d'abonnés sur YouTube. 18, je crois, même. 18, bon, voilà. Faudrait regarder, je n'ai pas les stats de tête, évidemment, mais combien il a réussi à en transférer sur Twitch, je suis sûr qu'il n'est pas à 18. Il doit être à 1 million peut-être, ou quelques millions, mais je pense qu'il doit être en dessous de 10, tu vois. Je pense qu'il doit être pas loin des 10% de son nombre d'abonnés sur YouTube. Après, je dis ça au pif, peut-être que je me plante complètement. Mais du coup, c'est que pour un très gros, 10% de 18 millions, c'est énorme. Donc du coup, tu peux te faire ton kiff. Et
Je pense que pour les très gros créateurs de contenu qui justement sont un petit peu aussi dans cette course à kiffer la vidéo la plus produite, hein, le nouveau concept, le truc le plus monté, d'avoir un format un petit peu plus chill, je comprends. Et le fait de vouloir séparer ça sur une autre plateforme, pour pas justement que ça vienne interférer avec leur chaîne YouTube, où vraiment là, ils sont que des trucs super bien foutus, je peux comprendre l'intérêt. Mais pour un petit créateur, franchement... vaut mieux se lancer sur TikTok aujourd'hui, par exemple, pour se monter une communauté assez rapidement, parce que là, pour le coup, c'est l'inverse de Twitch. Il y a un algorithme hyper puissant. Je pense qu'un TikTok est beaucoup plus intéressant. YouTube reste encore très intéressant également pour monter une communauté. Mais Twitch et Instagram, c'est vraiment les pires, quoi. Merci pour la passe d'ess en parlant de concepts ultra développés de certains youtubeurs. Nous, sur notre chaîne avec Recoba, on fait des podcasts. Donc, ça veut dire qu'on allume la caméra, on établit nos sujets avant, donc on travaille quand même les émissions. Mais on prépare les questions, tout ça. Ouais, exactement, on prépare des sujets et tout. Mais toi, par exemple, je vois que tu as fait des vidéos qui, je pense, t'ont pris pas mal de temps à faire. On parle des vidéos, je pense que ça a pris facile 50 heures peut-être à faire en partant de l'idée, plus les recherches, plus le montage, etc. Moi, j'ai toujours eu peur de me lancer là-dessus sur notre chaîne, parce que je me suis dit, comment je vais penser, comment je vais ressentir les choses si je passe 70 heures, 100 heures à faire une vidéo et qu'elle floppe. Toi, peut-être que ça t'est déjà arrivé. Est-ce qu'à un certain moment, tu t'es déjà dit, mais en fait, j'ai passé... je sais pas, 4, 5, 6, 7 jours sur une vidéo. Et du coup, ça n'a pas fait les vues que tu pensais que ça allait faire. Et du coup, tu es déçu. Oui, j'ai une énorme déception, vraiment. C'est un reportage que j'ai pu faire à Séville, sur le derby entre le Betis et le FC Séville. Pour moi, encore aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure vidéo de la chaîne, mais très sincèrement, vraiment, c'était un super reportage. On s'était éclaté avec Amaury, mon monteur-cadreur. On s'était éclaté. On a eu la chance en plus d'avoir un sponsor qui nous soutenait et qui a quand même investi pas mal d'argent pour nous aider à produire ce contenu-là. Parce que de nous-mêmes, on n'aurait pas pu le produire, on n'avait pas du tout les moyens. Et en plus, je me dis, mais putain, le concept est trop cool, quoi. On va aller assister à un derby hyper chaud, pas forcément en plus le plus connu. Donc, on va montrer quand même quelque chose d'à peu près nouveau, c'est en tout cas d'assez peu ordinaire. On avait passé un temps fou donc sur la conception du reportage. On a passé un temps fou également sur le montage, parce qu'on avait vraiment voulu faire un montage dynamique. C'était pas juste du vlog. Regardez, salut, on est à Séville, c'est super. Non, c'était vraiment un vrai montage. On essayait vraiment de faire un truc hyper qualitatif. Et au final, la vidéo, je crois qu'aujourd'hui, elle a 30 000 vues. Ouais. Bon, alors 30 000 vues en soi, tout dépend après quelle taille de notre chaîne fait. Moi, pour ma chaîne, à ce moment-là, c'était une déception. C'était clairement en dessous. Je crois qu'à cette époque-là, mes vidéos, elles faisaient aux alentours de 70-80 000 vues en moyenne. Comment ça, cette vidéo sur laquelle on a tant travaillé, avec un concept trop cool, et d'ailleurs tous les gens qui l'ont regardé m'ont tous dit que c'était la meilleure vidéo de la chaîne. Bah non. Elle prend pas. Putain. Merde, quoi. Après, je regrette pas, parce que moi j'ai pris un kiff exceptionnel à faire cette vidéo, et les gens qui ont regardé la vidéo, qui ont bien voulu cliquer sur la miniature, a priori bien kiffé aussi. Donc bon, tant pis si ça a plu à un nombre plus restreint, mais en tout cas ça a plu. Donc c'est pas grave, c'est pas un flop total pour autant. On dira que ce sera un petit succès d'estime, et puis voilà. Ouais, très, très souvent, on garde quand même cette part de fierté où on a quand même accompli un travail qui est quand même de qualité et qui nous rend fiers, on va dire, à l'intérieur. Mais c'est vrai que c'est pas évident, et ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue, un podcast que j'ai vu avec Balou et Yomi, où Balou disait qu'il avait interviewé Kendrick Lamar, qu'il avait posté la vidéo sur YouTube, qu'il en était super fier, et que la vidéo a fait 20 000 vues, qu'il a même essayé de la pousser avec des ads, et au final, ça n'a rien donné. Et pour autant, le lendemain, il fait une vidéo sur une dégustation McDo où il a eu un cheeseburger au lieu d'un 280. Il l'a posté, ça a fait 600 000 vues. Donc, tu vois, ça fait partie des difficultés des fois sur Internet. C'est comme ça, et c'est clair que malheureusement, c'est comme ça. C'est aussi le problème de YouTube, c'est le problème des médias en ligne de façon générale, c'est
la qualité en elle-même ne sera jamais le seul facteur de ta réussite. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs à prendre en compte. Et en fait, il y a une autre partie du travail qui se fait en continu. Si tu veux vraiment bien faire les choses, en tout cas, si tu veux vraiment réussir, il faut être tout le temps vigilant à ce qui se fait sur YouTube. Il faut être tout le temps vigilant. Faut être très ouvert. Ce que je vous disais tout à l'heure sur ce truc au début, j'y suis allé vraiment comme un journaliste. Maintenant, j'essaie d'y aller un petit peu plus comme un YouTuber tout en gardant ma méthodologie. Mais voilà. Parce que si tu ne prends pas bien en compte les spécificités de la plateforme sur laquelle tu travailles, si tu ne prends pas bien en compte, si tu n'arrives pas à vraiment cerner ce pourquoi tes abonnés te suivent, bah oui, tu peux te retrouver avec des flops monumentaux sur des concepts qui pourtant sont censés être vraiment top, 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 quoi. Enfin, flopper avec une interview de Kendrick Lamar, c'est quand même assez hallucinant, tu vois. Mais parce que certainement, je ne sais pas qui c'est, après je connais pas, mais certainement que ce n'est pas le contenu auquel sa communauté était habituée. Ouais, du coup, Alex, je voulais voir avec toi les techniques pour grandir ta communauté. On a vu que tu as fait des collabs avec Zach Nani, Scipion, etc. Tu as fait des shorts, des formats courts. Je vois que tu en fais pas mal et que ça développe pas mal ta communauté. Tu fais également des jeux concours sur Insta où tu fais gagner des maillots où les gens ils doivent mentionner d'autres personnes. Je voulais savoir lequel des trois fonctionne le mieux pour toi. Est-ce que chacune des trois stratégies apporte à ta communauté? Ok. Alors, c'est vrai que j'en ai fait plusieurs. Alors, la collab, c'est quand même, on va dire, la stratégie basique sur YouTube. Mais au final, très rapidement, je me suis rendu compte que ça te rapportait pas tant plus d'abonnés que ça. Ça marche bien, ça fait des vidéos qui plaisent, mais en termes de prise d'abonnés, ça n'a pas été forcément ce qui m'a le plus rapporté. Du coup, je continue de faire des collabs parce qu'en fait, moi, j'aime bien. J'aime bien, je fais ça avec des personnes que je kiffe. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour aussi avoir des opinions différentes sur ma chaîne. Mais en soi, pour le coup, ça l'a été au début. Je pensais vraiment que stratégiquement, ça allait me permettre de grandir un petit peu plus vite. Mais au final, non. Donc, je le fais plus par plaisir aujourd'hui. Après, effectivement, par contre, le fait de créer des formats courts pour TikTok et Instagram, ça a été plutôt une bonne réussite. Et d'ailleurs, ça a été ma conclusion sur les stratégies. Au final, il n'y a pas vraiment de stratégie. La seule, c'est créer du bon contenu sur les plateformes et capter une audience sur la plateforme parce qu'au final, il n'y a que ça qui marche, quoi. Aller gratter les abonnés des autres avec une collab, honnêtement, je pense pas. Ça doit marcher à certains pourcentages, mais au final, mes stats m'ont montré que pas tant que ça. Dire sur YouTube, hey, rejoignez-moi sur Insta, juste comme ça, non, c'est pas, ça va marcher un petit peu, mais pareil, sur un pourcentage qui reste assez faible. C'est pour ça aussi qu'il y avait ces petits jeux concours que j'avais mis en place pour qu'il y ait entre guillemets une carotte, pour que les gens se disent, oh, ok, je vais aller, il y a un maillot à gagner, ok, ça vaut le coup d'aller sur Instagram. Parce que je pense que pour beaucoup, c'est un effort. Alors, je sais que c'est pas dur pour eux, évidemment, mais il y a un peu ce truc, non, vas-y, je t'ai découvert sur YouTube, je te suis sur YouTube, flemme d'aller encore te suivre sur une autre plateforme. Il y a un peu ce truc-là. Donc, il faut qu'ils y trouvent aussi un petit peu leur intérêt. Donc, c'est pour ça que j'essaye de mettre en place de temps en temps des espèces de petites passerelles comme ça. Mais au final, ce qui m'a permis le plus de prendre des abonnés sur YouTube, bah, ça a été de faire des grosses vidéos sur YouTube. Ce qui m'a permis le plus de prendre des abonnés sur Instagram et sur TikTok, ça a été de faire des bonnes vidéos sur ces plateformes-là et au final, de prendre des abonnés de manière totalement organique. Ouais, ça, je suis totalement d'accord avec ça et c'est intéressant justement ce que tu dis sur les collabs parce que je pense que les collabs pour beaucoup, surtout qui sont pas, on va dire, dans le métier entre guillemets, il y a une grosse idée reçue de quand tu collabs avec quelqu'un, ta communauté elle explose, tu gagnes beaucoup d'abonnés, etc. Alors qu'au final, c'est limite tout l'inverse et au final, ça te sert plus en termes d'image. Si tu passes sur la chaîne de quelqu'un d'autre, etc., ça va développer, on va dire, ton image. Tu vas être peut-être un peu plus connu pour le grand public entre guillemets de personnes qui te suivent pas forcément et ça va être aussi une fierté quelque part d'accueillir des personnes, des personnalités, etc. sur ta chaîne et de faire du contenu divertissant pour tes abonnés qui vont en être très contents. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui va t'apporter
je pense, en termes de chiffres. Alors, ça peut t'aider sur les vues d'une vidéo parce que forcément, tu as une personnalité avec toi, donc ça peut, entre guillemets, doubler les chiffres habituels. Mais c'est vrai qu'en termes d'abonnés, c'est pas quelque chose qui va... Ouais, Non. c'est présomptueux, ouais, c'est présomptueux. Ouais, mais ça double, peut, j'aimerais voilà, bien que ça double à chaque fois. Ouais, Ça, c'est clair. C'est rare. Mais ouais, c'est vrai que c'est une vraie idée reçue et qu'au final, c'est pas quelque chose qui va vraiment te développer ta communauté. Et le vrai truc qui va développer tes abonnés et te faire gagner des abonnés, la vérité, c'est bête, mais c'est le contenu que tu vas créer sur la plateforme elle-même. Ouais, je pense, et en même temps, c'est logique et ça me va très bien, puisque moi, je l'ai toujours dit, pour moi, le plus important, que ce soit dans le sport ou dans le travail, c'est le mérite et que le mérite soit récompensé. Donc, si pour grandir, il faut faire du bon contenu, très bien. Ok. Je voulais parler avec toi aussi du fait que tu t'es renouvelé. T'as démarré une série récemment qui s'appelle Unpopular Opinions. Et il y a deux choses que je voulais aborder sur ce sujet. C'est ce que j'ai déjà dit, le fait de se renouveler et entre guillemets, de faire de nouveaux formats, et le pouvoir, entre guillemets, d'une série. C'est-à-dire que là, pendant les mois à venir, si tu comptes continuer à faire cette série, tu sais que tu as une idée, un contenu qui est déjà fait, que tu sais que ça fonctionne et que tu vas continuer à le faire peut-être jusqu'à l'épisode 14, 15, 16 où tu veux t'arrêter, et que tu as le pouvoir d'avoir peut-être ce contenu chaque mois pour les stats que tu dois faire, par exemple, chaque mois pour obtenir une somme généreuse, entre guillemets, de YouTube. Ouais. Non, c'est vrai que c'est un format dont je suis assez content, même très content, parce que il coche beaucoup de cases. Déjà, il marche très bien, donc ça c'est plutôt cool, et ça marche très bien sur la durée. Donc, je pense que c'est aussi là où tu voulais m'amener. C'est le fait que de me dire que tous les mois, sur mes 4 vidéos, j'en ai une déjà sur laquelle je n'ai pas besoin de réfléchir au concept. Je sais déjà exactement quoi faire. J'ai juste à trouver un nouvel invité, mettre en place, trouver les questions, préparer un petit peu tout ça. Et je sais que voilà, pour cette vidéo-là, je peux souffler un petit peu et avoir moins ce stress du est-ce que ça va marcher? Parce que moi, vraiment, hein, quand je lance une vidéo, quand je publie une vidéo sur YouTube, je suis presque terrorisé. Je suis là à regarder les stats, à me dire putain, pourvu que tout se passe correctement. Parce qu'en plus, sur ton tableau de bord, on te met les stats et tu as la comparaison avec le démarrage en termes de vues par rapport aux vidéos précédentes. Quand tu vois ta vidéo à la 10e position sur 10, t'es dans le mal. T'es vraiment dans le mal, tu vois. Donc, c'est quelque chose de très très rassurant. C'est quelque chose de rassurant qui me permet de me dégager aussi un petit peu plus de temps pour travailler sur d'autres formats qui demandent plus de temps. Là, par exemple, j'ai fait une vidéo récemment sur l'histoire de Parme, le club italien de Parme dans les années 90-2000, qui était une histoire très dense, très fournie. Il a fallu faire beaucoup de recherches, beaucoup de fact-checking également, pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Et ça prend énormément de temps. Ça a pris énormément de temps également au niveau du montage, de la recherche d'images. Ça a été très très long à concevoir. Mais si j'ai pas de temps en temps un petit format un peu plus facile à monter, du coup, c'est plus compliqué de se dégager du temps pour faire ces formats beaucoup plus compliqués à monter. Donc, ça me permet aussi d'avoir un bon équilibre. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et l'autre case aussi que ça coche, c'est que ça me permet... c'est un peu du semi-live au final, parce que ça me permet d'avoir cette interaction avec les abonnés. Et ça, c'est cool. Et surtout que notre boulot en tant que créateur de contenu, c'est de répondre aux attentes des abonnés. Là, je réponds à leurs attentes directement, puisque je réponds littéralement à leurs questions. Ouais. Donc, je pense que tout le monde s'y retrouve et je pense que c'est pour ça que c'est un format qui fonctionne bien. Après, le jour où ça marchera plus, si un jour ça ne plaît pas, on passera à autre chose, il n'y a pas de souci. Mais j'ai tendance à penser, peut-être qu'il faudra le faire un peu évoluer avec le temps, tout ça, trouver des petites améliorations. J'ai déjà quelques petites idées, tout ça. Mais pour moi, c'est un format qui a vocation à durer dans le temps parce qu'au final, c'est le format le plus interactif de ma chaîne. Alors, dehors des lives, bien sûr, mais en tout cas, dans les vidéos, c'est le format le plus interactif.
Ouais, c'est l'aspect rassurant aussi de pouvoir créer des concepts. Des fois, c'est que ouais, ça peut durer dans le temps et mine de rien, ça t'enlève quand même une épine du pied d'avoir un concept qui marche. C'est un petit peu la même chose aussi pour ceux qui font de l'actualité. Quand ils savent que la période mercato va arriver, par exemple, bah, tu sais que à ce moment-là, ça va envoyer en termes de demande et donc tu vas forcément faire pas mal de vues. Donc ça, c'est vrai que c'est des Ouais. périodes On ou profite pas des assez d'ailleurs formats du qui peuvent mercato. être. Ouais. Bah justement, moi, c'était ma deuxième question par rapport à ça, parce qu'il y a ton concept d'unpopular opinion et il y a ton concept de mercato parfait. Et c'est quelque chose que j'ai repris sur ma chaîne, clairement, inspiré par Ah, toi. bravo. Et justement, justement pour rendre à César ce qui appartient à César, j'en parle. Et justement, je voulais savoir, moi, je me suis inspiré, et comme beaucoup d'autres, on s'inspire des plus gros, on va dire, youtubeurs qui sont sur la plateforme. Toi, est-ce que ces projets-là, tu les as créés de par ton idée? Quelles sont tes sources d'inspiration? Est-ce que c'est seulement ta création à toi ou est-ce que tu t'inspires d'autres youtubeurs que tu peux avoir en France ou même à l'étranger? On sait qu'il y a beaucoup de youtubeurs, par exemple, ou de créateurs de contenu qui regardent ce qui se font à l'étranger. Ouais. Alors, rectification, c'est mon mercato idéal. Mercato parfait, je trouverais ça un petit peu présomptueux quand même de dire il est parfait, on ne change rien, faites ça, sinon c'est nul. Je reste sur bon mercato idéal. Non, c'est pas pour le coup, c'est pas un concept que j'ai inventé, c'est un truc que j'avais déjà vu passer sur YouTube. J'avais déjà vu ça sur YouTube, donc pour le coup, je ne revendique aucune paternité de ce concept-là. Il me semble que Willou l'avait déjà fait également et d'autres sur de plus petites chaînes. Mais en même temps, le mercato idéal, c'est vrai que pour le coup, c'est quelque chose qui a bien pris sur ma chaîne. Parce que moi, j'ai un petit peu cette sensibilité directeur sportif. C'est vrai que moi, si demain on devait me proposer un poste dans le monde du football professionnel, le poste qui me fait le plus rêver, ce serait vraiment directeur sportif. C'est pas entraîneur, c'est pas Exactement joueur, pareil. c'est directeur Ouais. sportif. Ça, c'est un truc qui m'a toujours fait énormément kiffer. Surtout qu'en plus, dans mon métier de journaliste, j'ai eu l'opportunité de discuter avec beaucoup de personnes qui ont été soit directeurs sportifs, soit recruteurs, soit joueurs, ou des journalistes également, des agents. Donc, je connais un petit peu tout ce milieu, je sais comment ça fonctionne et du coup, ça me donne des billes. Et je pense que ce que les gens apprécient, c'est ça, c'est que je fais des mercatos qui sont quand même assez réalistes, des fois trop réalistes, et du coup, on me dit ah mais ça vend pas du rêve ton truc, c'est nul. Je me souviens la dernière fois, j'avais fait un mercato idéal sur le PSG, là, celui dont tu me parlais tout à l'heure, on m'a dit mais c'est quoi ça, c'est pour gagner la Ligue Europa, tu vois? Parce que moi, j'essaie vraiment d'être très réaliste, de coller un vrai budget. Je suis pas dans le mercato idéal façon FIFA, parce que ça, au final, créer son équipe idéale avec les recrues que l'on veut, au final, on le fait tous depuis tout le temps quand on est fan de foot, tu vois. Moi, c'est un truc qu'on faisait tous, par exemple, sur des forums, tu vois. Moi, j'étais sur le forum de l'OGC Nice à 14 ans, je faisais déjà mon mercato idéal de l'OGC Nice. Voilà, Même à je veux l'école, dire, sur des feuilles, on c'est un écrivait truc. le nom et tout. Mais bien sûr, tu vois, donc c'est pour ça que tout à l'heure je te charriais, mais en vrai je revendique absolument rien sur ce format, parce que c'est un format de fan de foot en fait, tout simplement. Ok. Je voulais voir avec toi aussi tout ce qui était fin de YouTube. Déjà, premièrement, je voulais voir comment tu vis le côté sans limite de YouTube, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, on est entrepreneur, mais par exemple, quand on a un travail, on sait que à la fin du mois, on va toucher tant. Du coup, on se casse pas la tête. Le problème et l'avantage de YouTube, parce que je trouve que c'est un avantage, mais c'est aussi un problème, c'est qu'il n'y a pas de limite. Et moi, je me rappelle, à chaque fois qu'on a franchi des caps, on n'a quasi pas profité. Je me rappelle qu'on a eu les 1000 abonnés, on les attendait depuis je sais pas combien de temps, on les a eu. Le lendemain, j'étais, bon, on va aller chercher les 2000, les gars. Et ainsi Ouais, de suite, ouais. tu tapes les 10 000, tu tapes les 10 000. Ouais, ça a pris du temps. Après, tu veux les 20 000. C'est une roue d'hamster. Et du coup, c'est une course à la satisfaction qui est sans cesse, qui peut ensuite amener du burn-out. On en a parlé tout à l'heure, tu as parlé C'est vrai. du fameux mois de décembre. Comment tu gères tout ça? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu étais fatigué de faire des vidéos tout court et que tu as perdu, entre guillemets, l'attrait de faire ce que tu fais? Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui veulent pas travailler de leur passion parce qu'ils ont peur, entre guillemets, de perdre cette passion. Alors, le côté ma passion devient mon métier, du coup, je perds un petit peu en passion. Je l'ai connu en fait en devenant journaliste sportif professionnel.
Donc ça date. Ça, c'est une phase que j'ai eue il y a peut-être, je te dis une bêtise, il y a 10 ans. Quand tu passes de l'autre côté, quand tu es en contact avec les acteurs du milieu et que tu es en plus de plus en plus au courant de tous les côtés un peu sombres du football, forcément, tu en prends un petit coup. Puis après aussi, quand tu es constamment dans l'analyse, que tu es constamment dans une démarche objective, bah, du coup, tu es obligé de mettre ta passion de côté. Donc forcément, il y a eu une période où je me suis un petit peu remis en question et il a fallu que je travaille un petit peu sur moi-même pour pas perdre cette passion. Du coup, j'ai réussi comment dire, à prendre du plaisir en analysant et en observant et en vivant les choses d'une manière différente. Mais du coup, ça s'est pas produit sur YouTube. Après, effectivement, la création de vidéos, c'est quelque chose qui peut être usant. Et c'est vrai que justement, moi, c'est ce qui m'est arrivé ces derniers mois, en fait. C'est littéralement ce qui m'est arrivé ces derniers mois. J'avais de plus en plus de mal à m'organiser, je me sentais de plus en plus submergé. On avait de plus en plus de mal à sortir les vidéos en temps et en heure, il y avait toujours du retard. J'étais jamais pleinement satisfait par les sujets. Je me dis non, ça aurait pu être mieux, j'aurais dû faire ça comme... Voilà, je me posais 10 milliards de questions et ça commençait à monter un petit peu, que ce soit en insatisfaction, que ce soit en anxiété. Et en fait, ça, j'ai compris que c'est pas tant la course aux chiffres qui me pesait, parce que pour le coup, moi, j'ai pas un nombre d'abonnés mirifique, mais par contre, j'ai un excellent ratio. Je fais quand même beaucoup de vues pour mon nombre d'abonnés. J'en avais même parlé une fois avec un responsable du YouTube Space à Paris. Et quand je lui avais montré ma chaîne, il me dit mais c'est quoi ce ratio quoi, c'est pas normal, tu vois. Il me dit normalement quand t'es youtubeur, t'as 100 000 abonnés, tu vas faire 20-30% de moyenne, tu vois. Donc tu es à 20-30 000 vues de moyenne. Alors que moi, je suis aux alentours de 100% en fait. Il me disait c'est pas normal, ou alors sur une courte durée, mais sauf que moi ça fait 5 ans que ça dure. Donc moi c'est quelque chose qui me rassure. C'est pas tant les stats qui me font peur, mais... Ou alors quand il y a des périodes de baisse, oui, là, ça peut commencer à faire peur. Mais en fait, non, je me suis remis en question et ma femme aussi m'a aidé à prendre conscience de certaines choses et notamment au niveau de l'organisation. Je pense que c'était surtout ça, en fait, mon gros problème. J'étais très, très mal organisé. Je travaillais à flux tendu. C'était une vidéo par semaine. Donc, début de semaine, je cherche un sujet. Après, je commence à faire mon écriture, tout ça, à tourner. Après, je l'envoie, montage, etc., etc. Et... comme je cherchais tout le temps la vidéo parfaite, le concept parfait, je passais énormément de temps. Des fois, je pouvais passer ne serait-ce que 2 jours pour choisir un sujet de vidéo. Juste à choisir. Et c'est pas possible, en fait, de travailler comme ça. Donc, du coup, là, j'ai revu ma manière de travailler. Je suis beaucoup plus organisé. J'ai un véritable planning que je consulte tous les jours, que je check. Je prévois les choses en avance. J'ai des sujets prévus en avance. On parlait tout à l'heure qu'une série, ça avait quelque chose de rassurant. Mais en fait, tu peux aussi prévoir des sujets en avance et te dire, ok, tu l'as décidé, fais-le en fait. Juste fais-le et arrête de chercher à chaque fois mieux. Non, celui-là, il a l'air déjà très sympa de sujet. Fais-le et après tu verras. Ma vidéo sur Parme, qui d'ailleurs marche super bien, là, je suis trop content. C'est une vidéo que je reporte depuis au moins 2 ans. Sans aucune raison. Parce qu'à chaque fois, je devais penser « Ah ouais, mais ça plaira plus. Ça plaira plus. » Mais non, fais-le. Ce sujet, il te fait kiffer. Il est hyper intéressant. Il n'y a pas de raison que ça marche pas, en fait. Donc, des fois, c'est bien aussi de moins se prendre la tête sur comment deviner ce que les gens veulent réellement, parce que c'est quasiment impossible de réellement deviner ce que les gens veulent. Mais voilà, juste choisir, s'y tenir, bien s'organiser, bien travailler, prendre le temps. Et avec ce temps-là, justement, tu fais du travail de meilleure qualité et ça se ressent. Donc, bon, là, je parle, j'ai pris cette bonne résolution-là, donc il y a quelques semaines. Pour l'instant, ça va bien. Après, est-ce que je vais avoir la discipline pour tenir ça sur la durée? Ça, c'est autre chose. Je ne vais pas trop me la raconter.
Ouais, mais justement, il y a plein de vidéos comme ça où tu penses qu'elles vont marcher et elles marchent pas. Et il y a plein de vidéos où tu te dis, oh, elle va pas très bien marcher, mais bon, je la fais quand même parce que j'ai envie de la faire et elle marche très bien au final. Donc, c'est aussi les joies de YouTube, des fois d'avoir des bonnes surprises. Mais tu parlais justement du ratio que tu avais tout à l'heure. Et sincèrement, c'est incroyable d'avoir un ratio comme ça, d'avoir du 100%. C'est très, très rare. Mais donc tu le prends du bon côté forcément parce que bah, avoir énormément de vues c'est toujours plus plaisant forcément. Mais est-ce que tu te dis pas aussi peut-être je fais pas assez d'appel à l'action parce que s'il y a autant de vues, si j'ai du 100%, c'est que j'ai énormément de vues, donc énormément de gens qui sont peut-être pas abonnés. En plus, tu as sûrement les statistiques des gens qui visionnent tes vidéos et qui sont pas abonnés. Est-ce que tu te dis je fais peut-être pas assez d'appel à l'action ou est-ce que tu te dis peut-être que les gens ne se sentent peut-être pas assez proches de moi pour s'abonner ou comment tu ressens ça justement? C'est vrai que je me suis déjà posé cette question-là. Des appels à l'action, j'en fais 1 à 2 par vidéo. Je pense que ce serait assez lourd pour les gens. Je me suis posé la question, mais j'ai quand même toujours eu de très très bons taux d'engagement sur mes différentes plateformes, tout ça. Donc je pense pas que ce soit ça. Je pense que le problème vient plutôt de la manière dont les plateformes proposent du contenu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu cliques sur une vidéo de cuisine, sur une chaîne de cuisine, tu vas avoir des vidéos de cuisine tous les jours sur ta page d'actualité. Et si tu as regardé 2-3 vidéos de la même chaîne, tu les as regardées en entier, t'as lâché ton petit like, mais tu t'es pas abonné, t'as pas capté ou t'as eu la flemme, je ne sais quoi, mais c'est pas grave en fait. La vidéo, elle va quand même apparaître. Donc l'abonnement, il devient quelque peu obsolète en fait, je pense, pour les gens depuis quand même pas mal de temps maintenant. Et ça, je pense que c'est un peu le problème de YouTube. Mais en même temps, le nombre d'abonnés, c'est bien. Bon, c'est sûr que ça rassure. Mais au final, le plus important, ça restera le nombre de vues au final. Tu peux avoir Ouais. 1 million d'abonnés et faire 50 000 vues. Tu vois? Ouais, ça restera le taux d'engagement, surtout par rapport aux sponsors dont Ouais. tu parlais tout à l'heure. C'est sur ça qu'ils vont se baser aussi, hein, au final. Oui, aussi, oui, tout à fait. Ah, mais c'est traître, ça, parce que je me rappelle qu'il y a une marque avec qui je voulais travailler. Et jusqu'à ce que je tombe sur cette marque, je me disais, le nombre d'abonnés, c'est pas grave. Et genre, ils me répondent, oui, mais on travaille qu'avec des chaînes qui ont au moins tant de 1000 d'abonnés. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, en fait, depuis le début, on s'en fiche. Et au final, c'est en train de nous coûter des partenariats. Alors que, il y a des gens qui ont peut-être, comme tu as dit, ce nombre d'abonnés, mais qui ont moins d'interaction que nous. Donc, quand tu vois C'est des vrai que marques qui fonctionnent... là, je pensais pas d'un point de vue business, effectivement. Non, mais je Ouais, pense qu'il y a des catégories de toute manière, hein. Je pense que, tu vois, je pense qu'il y a des agences qui fonctionnent comme ça, avec une barrière à l'entrée où il te faut, par exemple, plus de 10 000 abonnés. Alors que pour autant, tu peux avoir 8 000 abonnés et faire beaucoup plus de vues que ceux qui ont, par exemple, 15 ou 20 000 abonnés. Mais tu as cette première barrière à l'entrée qui est les 10 000. Et donc, tant que tu les as pas, tu as beau faire beaucoup de vues, tu seras pas forcément dans les fichiers. Et après, ben, quand tu les as dépassés, ça va se jouer aussi à tes vues. Et si tu as 11 000 et que l'autre, il a 20 000, peut-être que c'est toi qui vas être sélectionné parce que tu fais plus de vues que celui qui a 20 000. Donc, je pense que c'est un Ça certain se comprend. ratio. Ça se comprend. Après, il faut se placer. Moi, je me place d'un point de vue de créateur de contenu, mais du point de vue d'une entreprise qui connaît pas forcément l'écosystème de YouTube, qui sait pas exactement comment l'algorithme fonctionne, tout ça, et surtout aussi qui va mettre de l'argent en jeu. Je peux comprendre qu'il ait besoin d'un maximum de stats pour se rassurer et se dire ok, mon investissement ne va pas partir en fumée. Je peux le comprendre tout à fait, c'est normal. Mais après, bon, je pense que même les marques, au bout d'un moment, si elles font leur travail correctement, qu'elles prennent 2 minutes pour aller voir ta page d'accueil YouTube et voir ta moyenne de vues, normalement, le nombre d'abonnés, c'est pas ça qui devrait, à part si vraiment, je te dis une bêtise, mais si tu as 15 000 abonnés et que tu fais 50 000 vues tout le temps, c'est vrai que là, ça peut paraître bizarre, tu vois. Là, ok. Et là, il y a peut-être un truc qui cloche. C'est peut-être que là, ton contenu, il est très attirant parce qu'il est peut-être un peu putaclic, tout ça, mais qu'au final, toi, en tant que personnalité, tu fédères pas assez. Là, oui, effectivement. Mais moi, c'est pas ce cas de figure-là non plus. Je garde quand même un ratio, assez naturel de ce point de vue-là, en tout cas, je pense. Tu as parlé de faim et de peur que ça s'arrête.
Et il y a trois sous-sujets là-dedans que je voulais aborder avec toi. Le premier, c'est, comme il a mentionné tout à l'heure, Ecoba, c'est la copie et le plagiat. Ok. Moi, je me rappelle d'une époque où, peut-être, je suis désolé pour ceux que j'ai oubliés, mais pour moi, le YouTube Foot, c'était Alex De Castro, Tokma Football et Willow. Là, on se rend compte que c'est plus ça. C'est plus du tout ça. Là, vous êtes passé de peut-être 3 à, je peux en mentionner peut-être 35, 40 qui font des vidéos de ce style sur YouTube. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te fait peur sur l'avenir de YouTube? Parce que, mécaniquement parlant, s'il y a un sujet, personne va, enfin peut-être très peu de personnes vont le faire, mais la plupart des gens vont pas regarder 3 vidéos sur le même sujet. S'il y a un sujet que tu veux faire et 3 autres personnes l'ont fait, mécaniquement parlant, ça va te faire moins de vues. Donc déjà, est-ce que tu as peur de ça sur l'avenir de YouTube? Est-ce que tu as peur que YouTube, ce soit plus, entre guillemets, le numéro 1 demain? Et j'ai vu une autre chose, c'est le compte Un Max de Foot qui s'est fait suspendre. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur aussi parce que ça fait des années que tu construis ta chaîne? Et on a tous eu ce rappel, et je pense que toute la communauté foot YouTube l'a eu, ça peut s'arrêter comme ça. Et ils sont revenus sur des vidéos qu'il a fait il y a des années pour le faire, pour le suspendre. Qu'est-ce que C'est tu vrai. penses de tout ça? C'est vrai, c'est vrai. Alors, la première question, c'était quoi déjà? L'ascension de 10 millions de youtubeurs. Ah oui, effectivement, l'accroissement de la concurrence. Non, c'est pas du tout quelque chose qui me fait peur. Je pense même que c'est plutôt bénéfique. En fait, on n'est pas à la télé. C'est-à-dire que la personne qui vient sur YouTube, le fan de foot, il vient sur YouTube, il regarde une vidéo, il va regarder une vidéo de Willou, par exemple, qui va parler de tel match. Il n'est pas obligé de... Il fait pas un choix, en fait. C'est-à-dire qu'il va regarder... Enfin, il fait un choix, si. Il fait un premier choix, mais il se fait pas forcément au détriment d'une autre vidéo. S'il y a 2 vidéos qui l'intéressent, eh ben, rien ne l'empêchera après d'aller voir ma vidéo après celle de Willou, par exemple. Et je dirais même que d'un point de vue algorithmique, je pense que c'est intéressant. Parce que l'algorithme, quand tu regardes une première vidéo de foot, bah, du coup, il va te proposer d'autres créateurs foot. Donc, je pense même que ça peut avoir un effet bénéfique. Et donc moi c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. J'ai pas trop l'impression effectivement que de faire le cas de figure où mon sujet aurait déjà été traité 3-4 fois par d'autres youtubeurs avant ça. J'ai pas le souvenir que ce soit déjà arrivé, surtout que moi je suis un peu moins dans la réaction à l'actualité, je suis plus dans des concepts un peu plus intemporels. Donc du coup, je suis peut-être aussi, de ce fait-là, un peu moins en concurrence directe avec les gens. Donc ça, c'est pas trop un souci. Moi, je pense que mes vidéos, c'est typiquement le genre de vidéo où tu te dis, soit tu tombes dessus à ce moment-là, t'es dispo, t'as 20 minutes devant toi, tu vas la regarder, soit où il n'y a pas une autre vidéo plus intéressante, tu vois, donc tu vas la regarder, soit il y a une vidéo plus intéressante, soit t'as pas le temps et tu vas la regarder à un autre moment, parce que voilà, parce que t'as le temps et que cette vidéo, de toute façon, le sujet, même dans un an, il sera encore valable. Donc moi, je j'ai pas de soucis avec ça, et en plus ça me permet aussi de rencontrer d'autres créateurs, ça me permet de faire des vidéos sympas, donc moi pour le coup non, j'ai aucun problème avec ça. Deuxième question. Un max de foot qui s'est fait strike sa vidéo et sa chaîne même. Ah oui, ça c'est un cas ça m'a fait beaucoup de peine pour lui parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et c'est peut-être la chaîne de foot que je regarde le plus. Je regarde très peu en fait de contenu foot sur YouTube, mais parce que bon, c'est vrai que quand je vais sur YouTube, j'ai envie de voir autre chose que ce que je fais. Enfin, YouTube me prend déjà énormément de temps. Mais comme il fait souvent des vidéos sur des équipes de mon époque, tout ça, il y a toujours un petit côté nostalgique qui fait que ça me donne envie de cliquer. Compte de foot aussi fait des vidéos très sympas dans ce style-là, j'aime bien. Ça m'a donc fait beaucoup de peine pour lui parce que j'aime bien ses vidéos et j'aime encore plus la personne. Après, pour en avoir discuté avec lui, c'est dur, mais c'est le jeu et il le savait. Il savait qu'il jouait avec le feu, il l'a dit, même il l'a dit directement sur Twitter, il le sait. On le sait qu'on n'a pas le droit de mettre des vidéos.
On le sait. Moi aussi, j'ai déjà eu des problèmes. Alors moi, heureusement, ça n'a pas pris ces proportions-là. J'ai eu la possibilité de supprimer les vidéos, donc du coup, c'est passé. Mais moi, j'ai pas eu affaire directement à YouTube, j'ai eu affaire à l'ayant droit directement. Donc voilà, ça, on a pu s'arranger. Mais quand ils sont venus réclamer, je me suis dit, j'ai juste à accepter ce qu'ils me demandent et à fermer ma gueule. Parce que malheureusement, c'est la loi. C'est comme ça. On n'a pas le droit, on aimerait bien. Ça serait tellement plus cool et ça serait tellement plus agréable pour nous de pouvoir illustrer nos propos avec des images d'archives. Mais j'en ai déjà discuté, notamment par exemple avec des responsables à la LFP, et te disent, mais est-ce que vous vous rendez compte des millions que ça coûte en fait les droits de ces images-là en fait? Et vous allez pouvoir proposer vous allez faire de l'audience, vous allez générer de l'argent gratuitement avec des produits qui ne vous appartiennent pas, qui nous coûtent des millions. Donc t'es là, tu dis oui, de leur point de vue, en fait, je peux le comprendre. C'est chiant si on se place du point de vue uniquement du spectateur, de l'amateur de football qui a juste envie de kiffer sa vidéo et qui a envie d'avoir les meilleures images possibles. Mais d'un point de vue légal et d'un point de vue business, ça se comprend malheureusement. Après, je pense par contre, pour en revenir à Max, que la sanction était beaucoup trop sévère. Je pense qu'il aurait été beaucoup plus simple de juste lui dire, écoute, supprime les passages concernés ou supprime les vidéos concernées, mais continue ton taf. Là, le pauvre, il se retrouve à recommencer une chaîne et tout. Alors, pas de zéro, parce que sa communauté continue de le suivre, mais de plus bas, en tout cas. Et ça doit être très, très dur. Moi, je voulais juste revenir par rapport à l'algorithme et par rapport justement aux gros youtubeurs impactés par la concurrence ou pas. Mais c'est clair que déjà, par rapport à ceux qui font des concepts comme toi, mais quand on regarde de toute manière les abonnés, même ceux qui font de l'actualité, ils n'ont pas pâti de la concurrence qui arrive, que ce soit sur leur vue ou leur nombre d'abonnés ou leur argent qu'ils génèrent. Donc ça déjà, premièrement. Deuxièmement, ceux qui font des concepts, comme tu l'as dit, je trouve que ouais, ils sont moins impactés aussi. Et globalement, ça sert aussi les petits créateurs forcément, puisque quand ils vont faire des concepts, l'algorithme va proposer aussi leur vidéo après la tienne par exemple. Donc ça aide à développer des petits et c'est toujours bien, surtout quand ça impacte pas les plus gros, puisque forcément ils étaient quand même là avant. Ce serait dommage qu'ils en pâtissent. Mais après, pour l'actualité, il y a quelque chose que j'ai remarqué moi en faisant, c'est que quand on fait une vidéo d'actualité, quand on est petit, il faut être très très réactif. Si tu mets trop de temps à réagir et que ta vidéo sort après les autres, t'es mort. Elle va faire très peu de vues, peut-être qu'elle en fera 1000, 2000. Et si tu la sors alors en premier, elle en fera sûrement 10, 12 000. Et il y a quelque chose qu'on remarque quand on est dans les premiers, c'est qu'à partir du moment où les gros, et ça, du coup, ça revient à ce qu'on disait au début, à partir du moment où le gros type Talk My Football ou Willou réagit à cette actualité-là, toi, ta vidéo, hop, elle s'arrête de faire des vues, elle chute. Alors, évidemment, c'est un petit peu relou, mais c'est le jeu aussi, et ça montre que les gros, on garde quand même ce pouvoir-là, malgré qu'ils la sortent après et qu'ils n'aient pas ce besoin de la sortir en premier, ils gardent quand même, on va dire, l'avantage d'être un gros, et ils font les vues qu'ils doivent faire, et ça, au moins, je trouve que ça n'en pâtit pas ni sur les petits ni sur les plus gros, et là-dessus, je trouve que YouTube est quand même assez bon. Ouais, non, mais je suis d'accord avec ça. Effectivement, ça m'est déjà arrivé une fois de faire une vidéo et le temps de la tourner, le temps de la faire monter, tout ça, on est arrivé un petit peu après la guerre et effectivement, la vidéo avait bidé. Mais moi, l'instantanéité, c'est pas ce qui me plaît le plus. En tout cas, pas sur YouTube. Autant si tu es streamer, ça par contre, c'est génial. Là, tu as juste allumé ta caméra et let's go, tu lâches ton meilleur débrief et c'est parti. Autant sur YouTube, au final, je préfère fonctionner comme ça. Je préfère mes vidéos intemporelles. Ça me laisse le temps de travailler. Ça me laisse le temps de bien réfléchir à ce que je raconte. Ça me va très bien au final, surtout en plus maintenant avec le décalage horaire où je peux quasiment jamais regarder un match en direct. Il n'y a pas 36 solutions. Ouais, puis il y a un autre énorme avantage aussi quand on fait des vidéos comme ça, c'est qu'elles durent dans le temps et mine de rien, ça te rapporte sûrement de l'argent au quotidien. Même des vidéos que tu as fait il y a peut-être 1 an ou 2, est-ce qu'elles marchent toujours aujourd'hui? Pour moi, oui, justement, c'est l'avantage des vidéos intemporelles.
Elle continue de prendre de manière périodique. En fait, YouTube, c'est toujours un peu le même schéma, j'ai remarqué de toute façon, c'est tu stagnes, tu montes, tu stagnes, tu montes, tu stagnes, tu montes. Et dans les phases de montée, c'est-à-dire quand tu vas avoir 2 ou 3 vidéos qui surperforment et qui vont réellement t'apporter un nouveau trafic, qui n'ont pas juste plus à tes abonnés, du coup, ça va faire remonter tes anciennes vidéos de temps en temps. Mais c'est pas quelque chose qui va te rapporter, par contre, tous les mois de manière régulière. En tout cas, pas dans mon cas. Ok. Bon, on va pas trop t'assommer. Il reste que 2 questions, Alex de Castro. Vas-y, pas de souci. La première, c'est déjà félicitations parce que c'est que Merci. tu t'es marié récemment. Ah, Et, merci. et la question, c'était comment ça a affecté ta création sur YouTube parce que tu étais tout seul. Maintenant, vous êtes 2. Moi aussi, je suis marié et je sais que dans notre domaine à nous, qui est le YouTube Foot, en plus de devoir faire des vidéos et du contenu sur YouTube, t'as un nombre incalculable de matchs à regarder qui fait 1h30 à chaque fois. La beauté du replay, parce que moi je suis fan du replay comme toi, c'est que tu sautes la mi-temps, donc t'es pas là pendant 1h30 et puis c'est tout, il n'y a Oui, pas tu de sautes aussi les lumière. petits temps morts bidons, là. Ah, quand le mec se Ouais, roule par exactement. terre, Il y a l'arrêt des de mecs jeu, par terre. 1 minute Exactement. pour tirer un coup franc. Hop, 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 allez, on avance. Hein. Exactement. Bah, c'est ça, c'est une problématique. Pour ceux qui veulent se lancer, qui se disent ouais, mais moi j'ai mon conjoint, j'ai peut-être mes enfants, etc. Comment toi t'arrives à gérer tout ça et est-ce que ça a eu un impact sur comment tu travailles? Non, moi, il n'y a pas eu de difficulté particulière. J'ai une femme très, très compréhensive à ce sujet. Elle aussi travaille en freelance, donc elle sait exactement ce que c'est. C'est pas une fan de foot, mais elle respecte totalement ma passion. Elle est pas là, ah, encore du foot ou quoi. Non, elle fait une réflexion. Elle essaie même des fois un petit peu de s'intéresser. D'ailleurs, elle comprend assez vite les choses quand on parle de foot. Là, ok. Donc non, non, pour le coup, il n'y a pas eu de friction particulière à ce niveau-là. Ça n'a pas été très compliqué. Après, voilà, j'essaie toujours aussi de choisir le moment. Tu vois, c'est sûr que je vais pas m'envoyer un gros replay un samedi soir alors qu'on a prévu d'aller voir des amis, tu vois. Bon, voilà. T'essayes de faire ça un petit peu genre le matin ou à des moments un petit peu plus tranquilles. Après, c'est ça aussi l'avantage d'être créateur de contenu, d'être en freelance, c'est que tu te fais ton propre planning. Donc, il y a moyen de faire ça en bonne intelligence sans que ça gêne personne. Nix, il a un gros problème avec ça. C'est souvent conflictuel, si je me trompe pas. Ouais, je crois que ça fait un moment que j'ai pas regardé un match du PSG en direct. C'est toujours le lendemain en replay. Ah, ça, Et c'est dur. du coup, c'est une organisation et tout. Bah, en fait, je sais pas pour. En fait, là, t'as dit c'est dur, mais au final, avec le temps, je me suis rendu compte que limite, je préfère regarder les matchs en replay parce que dans le direct, je suis trop pris par le direct et l'émotion et etc. Et je trouve souvent que quand je regarde des matchs en replay, j'ai des points de vue qui sont différents de ceux qui les ont regardés en match parce que je suis pas affecté par Oui, tu l'émotion connais déjà le vite. Il faut qu'on résultat. marque. Ouais, faut pas. Je juge pas les performances de X ou Y en fonction de ah mais il faut qu'on marque là, t'as raté quelque chose à un moment où on aurait pu gagner le match. Là, je regarde les choses en mode je regarde toute la performance, le match il est déjà joué, il y a pas d'impact émotionnel sur ce que je regarde, tu vois. Donc au Bien final, sûr. j'ai appris à apprécier tout ça. Dernière question, après on te laisse tranquille. Pas de Selon souci. toi, c'est quoi ton secret qui t'a permis d'arriver là où tu es arrivé sur YouTube? Où est-ce que les gens ils peuvent te trouver, Alex? Ah bon, on en a pas mal parlé. YouTube, essentiellement. YouTube, Instagram, TikTok. TikTok aussi. Un peu de Twitter également. Enfin, X, pardon. Faut dire X. Je m'y fais toujours On pas. dira toujours Twitter, notre génération, Ouais, t'inquiète. c'est clair. Ouais, ça veut pas partir. En même temps, X, c'est nul comme nom, quoi. Ouais, c'est Franchement, nul comme nom. change si tu veux, mais trouve un truc un peu plus sympa, quoi. Mais Absolument. bref, essentiellement, vous pouvez me retrouver sur YouTube. C'est le plus important. Bah, merci d'être passé dans Créateur de succès et on se dit à la prochaine. Peut-être on fera un point quand tu atteindras un autre palier sur YouTube et on verra qu'est-ce que tu as à nous apprendre encore que les gens ils ne savent pas.
Eh ben, avec grand plaisir. Si je reviens, c'est que la situation aura évolué positivement, donc ça sera une bonne nouvelle. Merci encore pour l'invitation, en tout cas, c'était très sympa. Ouais, merci à toi d'être venu, hein. Merci beaucoup. Avec plaisir.